Chers amis internautes, dans la rubrique Pensée et éveil, le message de ce samedi est le suivant. Veillez scrupuleusement à ce que vous tolérez, car chaque silence face à l'irrespect, chaque acceptation de l'inacceptable devient une leçon donnée à ceux qui vous entourent sur la manière dont ils peuvent vous traiter. À trop vouloir préserver la paix au prix de votre dignité, vous enseignez involontairement que votre souffrance est négociable, que votre valeur est à géométrie variable. Sachez-le, chers amis internautes, le monde ne vous traite pas selon ce que vous méritez, mais selon ce que vous permettez. Et dans ce théâtre qu'est la vie, si vous ne fixez pas vous-même les limites, d'autres s'empresseront de les effacer à leur profit. Chers amis internautes, c'est le message du jour dans la pensée et éveil. Et donc, sachez que dans les interactions humaines, vous devez à un moment donné taper du poing sur la table pour rétablir l'ordre, imposer votre respect et notamment votre dignité. On retrouve juste après le jingle suivant, Fidèle Agokun, qui est promoteur agricole, promoteur de la ferme agricole La Puissance de l'Agriculture. Avec lui, on parle dans la rubrique Vertu des plantes et des feuilles du Jatropha rouge. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, dans la rubrique Pensée et éveil, le message de ce samedi est le suivant. Veillez scrupuleusement à ce que vous tolérez, car chaque silence face à l'irrespect, chaque acceptation de l'inacceptable devient une leçon donnée à ceux qui vous entourent sur la manière dont ils peuvent vous traiter. À trop vouloir préserver la paix au prix de votre dignité, vous enseignez involontairement que votre souffrance est négociable, que votre valeur est à géométrie variable. Sachez-le, chers amis internautes, le monde ne vous traite pas selon ce que vous méritez, mais selon ce que vous permettez. Et dans ce théâtre qu'est la vie, si vous ne fixez pas vous-même les limites, d'autres s'empresseront de les effacer à leur profit. Chers amis internautes, c'est le message du jour dans la pensée et éveil. Et donc, sachez que dans les interactions humaines, vous devez à un moment donné taper du poing sur la table pour rétablir l'ordre, imposer votre respect et notamment votre dignité. On retrouve juste après le jingle suivant, Fidèle Agokun, qui est promoteur agricole, promoteur de la ferme agricole La Puissance de l'Agriculture. Avec lui, on parle dans la rubrique Vertu des plantes et des feuilles du Jatropha rouge. Vertu des feuilles et des plantes, Fidèle Agokun, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce samedi, merci d'être constamment là tous les samedis. Avec vous, ce samedi, nous parlons du Jatropha rouge. Exactement. Allez-y, quelles sont les vertus de cette plante-là?
Aujourd'hui, nous allons parler du Jatropha rouge, encore appelé Jatropha gossypifolia. D'abord, on a deux types de Jatropha. Il y a le Jatropha rouge et le Jatropha vert, qu'on appelle encore Jatropha purcas. Mais on va mettre beaucoup plus l'accent sur le Jatropha rouge. Du point de vue médicinal, elle a beaucoup d'avantages. Beaucoup de vertus. Beaucoup de vertus. Du point de vue médicinal, spirituel et environnemental. D'abord, je vais commencer par environnemental. Et le Jatropha rouge ou Jatropha gossypifolia, sur le point de l'environnement, elle est une plante comme toutes les autres plantes qui apporte beaucoup de choses. Elle permet de purifier l'air si vous l'avez à quelque part. Elle apporte de l'oxygène, surtout aux humains. Quand vous plantez dans un environnement, elle apporte beaucoup d'oxygène. De l'air pur, c'est ça? De l'air pur aux humains. Du point de vue médicinal, le Jatropha purcas est une plante qui permet de régler les problèmes de l'anémie, surtout au niveau des enfants. L'anémie, comment ça permet de régler ces problèmes-là? Ça permet de régler les problèmes de l'anémie de façon très simple. Il suffit de chercher les feuilles que vous allez triturer. Vous allez apporter un peu de lait. Oui, on triture. Oui. Et vous allez mélanger un peu avec de lait et de sucre et que vous allez apporter un demi-verre bambou à l'enfant. Et ce traitement, vous allez faire pendant 3 jours. Ça régularise. L'enfant si vous arrivez à faire ce traitement pendant les 3 jours, ça revient en bon état. À la normale. Mais qu'en est-il des adultes qui ont des problèmes d'anémie? Oui, ça peut se faire aussi au niveau des enfants ou des adultes également, oui. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, c'est une plante très puissante qui règle tout ce qui est problème d'anémie. Ça règle ça. En dehors de ça, autre vertu. En dehors de ça, si vous avez aujourd'hui une femme qui est à la recherche d'enfants, avec les feuilles de Jatropha, elle peut avoir facilement les enfants. Comment? Oui, facilement. Il suffit de chercher les feuilles, que vous allez chercher la feuille et les racines. Et ce traitement, comment ça va se faire? Vous pouvez préparer la feuille et la racine et que ce dernier, déjà, si elle finit ses menstrues et la période où il y a une période, on appelle période de fécondité. Oui. Elle va essayer déjà avant 2 jours, elle va commencer à l'utiliser ce traitement. Et après la période de fécondité aussi, elle va continuer aussi à utiliser ce traitement. Après à peine, au moins minimum 10 jours après, vous allez voir que si elle a un problème qui lui empêche de ne pas avoir les enfants, avec ce traitement, ça va régulariser et ça revient normal où elle peut avoir facilement d'enfants. On a eu un conseil déjà à beaucoup de femmes qui ont utilisé et de simples jeux, ils ont eu des résultats. La nature a des vertus. La nature a énormément beaucoup de bonnes choses. Autre vertu du Jatropha rouge. Autre vertu de Jatropha rouge, vous savez, le Jatropha rouge, c'est une plante que aucun ruminant ne le mange. Aucun ruminant. C'est ça qu'on appelle enfant et tondédiment. Aucun ruminant ne le mange. Et quand il y a feu de brousse aussi, quand vous avez Jatropha rouge à quelque part, le feu ne le brûle pas. Donc de la même manière que aucun ruminant ne le mange, le feu ne le brûle pas. Si vous cherchez la feuille du Jatropha et que vous allez se doucher, vous allez se laver avec ça, ça vous permet de débloquer tout ce qui est problème qui vous anéantit ou qui vous bloque à aller de l'avant. Comment on se douche avec? Est-ce qu'on met dans l'eau pour se laver? Non, vous allez chercher les feuilles, vous allez triturer. Triturer. Oui. Il y a un nombre précis, non? Non, il n'y a pas un nombre précis. Juste les feuilles. De chercher une quantité donnée que vous allez triturer. Vous allez mélanger ça à votre eau et vous allez se laver avec ça. Vous lavez avec ça. Tout ce qui est déblocage, ça va vous aider à régler tous ces problèmes. Vous rendre un peu invincible apparemment, parce que c'est une plante quand même assez puissante. Si, très puissant. Aucun ruminant ne le mange. N'en mange, et que lorsqu'il y a feu, lui, il arrive à se défendre. Non, vous savez, c'est la puissance de la nature. Dieu a créé tout, mais c'est la faute de connaissance qui fait qu'on se perdait. Sinon, on a tout ce qu'on peut
avoir et qui peut toutefois nous aider à avoir de très bonnes conduites. Dieu nous a donné. Mais c'est la faute de connaissance qui a fait que on se perd, on se cherche. Autre vertu, très rapidement. Autre vertu aussi, vous savez que aujourd'hui, surtout en Afrique, les gens n'aiment pas l'évolution de leur prochain. Par exemple, si vous avez un parcelle aujourd'hui ou bien vous avez des domaines, les gens cherchent toujours et vous avez un projet vraiment phare à réaliser sur cet domaine. Les gens cherchent de toutes les manières à vous mettre des bâtons pour pouvoir vous bloquer à ce que vous n'allez pas atteindre votre objectif. Si vous avez des domaines comme ça, cherchez seulement un plan de diatrophane rouge que vous plantez. Tout ce qui est obstacle qui va vous empêcher, mauvaise onde, la plante de diatrophane étant qu'il est là, ça va baliser, ça va détruire tout ce qui est là. C'est très puissant. Ceux qui connaissent en savent déjà ce que je suis en train de dire. J'ai des preuves de fac qui, oui, ils sont là, ils vont venir tout à l'heure. Moi, ils vous écoutent. Voilà, ils vous écoutent dans les coulisses. Ils vont nous en dire un peu ce qu'ils pensent de cette plante. Donc, diatrophane rouge, c'est une plante vraiment très terrible. Très terrible. Très terrible, oui. Un petit commentaire pour conclure. Bon, je dirais que nous sommes en saison pluvieuse. Hein. Tous ceux qui ont des domaines vides et qui ont voulu notre expertise, nous, notre job, c'est de vous aider, c'est de vous accompagner à concrétiser vos différents rêves. Vous avez 20 hectares, 100 hectares et vous n'avez pas la possibilité de clôturer avec des briques. Nous disposons des jeunes plants de camp pêché. Nous disposons également des semences de camp pêché. Au besoin, contactez-nous. On a ça. On a aussi les jeunes plants de ziziphus, la graine de ziziphus aussi, qui sont des espèces épineuses qui va vous aider aussi à faire la sécurisation de tous vos domaines. Et à part toutes ces espèces, si vous avez d'autres espèces de reboisement comme les ceiba, les irécos, les nonis, les tecs, les absélias, les mélidans et autres, nous disposons de toutes ces espèces. Même les fruitiers aussi, c'est disponible au sein de notre entreprise La Puissance de la Rue. Au besoin, approchez-vous de nous et vous aurez les bonnes choses. Je rappelle que vous n'êtes pas spiritualiste, vous n'êtes pas... Non, moi je ne suis pas votre nom, je ne suis pas un maître spirituel. Merci. Je suis le promoteur de La Puissance de l'agriculture. Je suis un ingénieur agronome et en tant qu'ingénieur agronome, mon job c'est de produire les plants et accompagner ceux qui ont des terrains vides à occuper. Et en produisant des plantes, vous connaissez un peu leurs vertus. Merci à vous, fidèle à Gokun. Je rappelle que vous êtes promoteur agricole, comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure. À présent, nous passons à la rubrique Foyer et astuces spirituelles, pour laquelle j'ai convié en plateau ce jour Daredji, qui est Runogan Kinidogbe. Il sera avec Dato Ndiese Degodo, qu'on reconnaît sous l'appellation ou le nom à l'état civil David Kofi Aza, près de Fatous 2. Ils viennent ce matin pour nous édifier sur notamment le Fa Legba, c'est-à-dire le Legba du Fa, comment on l'entretient et quelles sont les relations et les rapports que l'on doit avoir avec cette entité spirituelle. Foi et astuces spirituelles, Daredji Runogan Kinidogbe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa, également haut dignitaire du culte Tronc Péton de Kalafia. Merci d'être avec nous ce matin. David Kofi Aza, Dato Ndiese Degodo, bonjour. Oui, bonjour. Merci également d'avoir accepté l'invitation, merci d'être avec nous ce samedi. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa également, comme Daredji. Vous êtes président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes, également le grand maître de la fraternité authentique et universelle ordre de la Reine-Mère. Avec vous ce samedi, on parle de Fa Legba, mais avant, dans les coulisses, vous avez suivi un peu Fidèle à Gokun qui parlait du diatrophane rouge. Dites-nous, Daredji, est-ce que vous connaissez aussi cette plante-là? Est-ce que ce qu'il a dit est en phase avec vous, vos connaissances que vous avez de cette plante-là? Ah oui, bon, le diatrophane rouge, on le connaît parce que on est toujours avec les feuilles. Donc, tout à fait. Vous êtes plus professionnel des feuilles que lui. Il en produit juste et il en connaît quelques vertus. Voilà. Oui, bon, il a bien parlé. Tout ce qu'il a dit concernant la feuille n'est pas du mensonge. Mais bon, il y a aussi d'autres paramètres. Il y a d'autres paramètres spécifiques qu'on utilise. Et c'est une feuille puissante, effectivement. Chaque feuille a sa vertu quand même. Toutes les feuilles sont tous puissants, mais il y a peut-être des différences à des moments donnés et ça dépend du cas. Voilà. Et la condition dans laquelle tu veux utiliser cette feuille. Exactement. David Kofi Aza, sur la même question. Le micro, voilà. Oui, je l'ai suivi. Hein. Il a annoncé les quelques vertus, surtout usuelles de la plante. Je tiens juste à rappeler que c'est une plante qui est dans l'ordre des Minona.
C'est une plante des Minona. Parce que vous vous souvenez, chaque plante, au niveau de la spiritualité, est rattachée à des divinités données. Et cette plante-là, le blanc et le rouge, les deux sont rattachés directement au Minona. Donc, Minona, c'est dans le même ordre que ce que je peux appeler Koklo Soudenpache, je ne connais pas le nom en français. Et voilà, c'est aussi dans l'ordre des Minona, les Panso, orgueil de Chine par exemple, Azerunzo par exemple, c'est le même ordre quoi. Donc c'est des feuilles de l'ordre des Minona. Également, c'est les feuilles de l'ordre des Minona. Et ce que je peux ajouter, c'est que c'est une plante qui aide beaucoup, surtout les femmes qui saignent, surtout en état de grossesse, ou les femmes qui ont du mal à avoir une rupture adéquate ou en bonne date des menstrues. Ça permet d'arrêter le saignement. C'est-à-dire qu'il suffit juste de triturer la feuille et de tracer le signe Yakumenji dans le kaolin et de mélanger avec l'eau et de boire. La minute qui suit, le saignement, ça s'arrête. Et parfois, bon, il y a des femmes qui peuvent l'utiliser si, par exemple, le mari est en voyage et qu'il débarque au moment où les menstrues sont là. Avec la tisane, il peut couper les menstrues, choser les choses pendant quelques jours avant que ça ne se fasse mal. Et là, vous avez parlé du signe de phase, d'où, comme le disait tout à l'heure Dakhedji, il y a quand même des cas spécifiques qui méritent des spécificités, c'est ça? Ah oui, bon, pour cette feuille, voilà que Fiaza dit que ça coupe les menstrues. Et cette feuille même appelle aussi les menstrues. Tout à fait. Donc, ça joue les deux rôles à la fois. Ça dépend de comment tu l'as utilisé. Parce que quand il y a des femmes qui ont des problèmes de règles, des règles douloureuses ou bien des règles irrégulières, ça, on l'utilise aussi. Il suffit de le triturer avec du charbon et on filtre, ça donne un jus et la personne boit. Ça va régulariser ses règles et appelle aussi les règles. Les femmes qui ne règlent plus. On utilise ça pour appeler encore leurs règles. Donc tu vois, tout à fait. Et il a dit que c'est une feuille dans l'ordre des Minona. Oui. C'est comme ça que ça s'utilise. Quand ça rentre dans l'ordre des Minona, ça joue beaucoup de rôles. Et ça dépend de la manière dont tu l'as utilisé. Tout à fait. Ça appelle, ça repousse. Ça appelle et ça repousse. Merci à vous, Dakhedji, pour ce petit commentaire. Merci également à David Kofi Aza pour ce commentaire, bien évidemment. Alors, nous allons aborder le sujet qui nous réunit ce samedi, notamment le Fa Legba. Ils sont des milliers, si je peux le dire ainsi, beaucoup de Béninois qui ont le Fa, qui ont leur Legba, et qui vivent peut-être hors de nos frontières et qui n'arrivent pas à savoir quelles sont les relations qu'ils doivent entretenir avec leur Legba. Déjà, d'entrée de jeu, David Kofi Aza, dites-nous, le Fa Legba, c'est quoi déjà? Le Fa Legba, c'est une entité qui est érigée après l'initiation au Fa, soit à l'homme, soit à la femme. Le Fa Legba, c'est un nom générique qui désigne trois catégories de Legba. Le premier, c'est Agbonoros. Agbonoros, c'est le Legba qu'on fait généralement comme un dehors avec le phallus en érection. Et après, il y a le Atenukon Legba. Atenukon Legba, c'est le Legba qu'on fait si l'individu n'est pas prêt à faire le Agbonoros ou n'a pas les moyens de le faire et que sur le signe, le Legba est urgent et important, on lui fait le Atenukon Legba. Et après, pour les femmes, on fait le Legba Agbanoukoin. Ça, c'est juste un Legba miniaturisé avec le phallus à l'intérieur. Le phallus n'est pas au dehors, en fait. Voilà. Mais très, très rapidement, avant de vous laisser poursuivre et de revenir vers Dakhedji, ces trois spécificités-là, comment on les érige? Est-ce qu'il y a des dispositions quand même basiques, c'est-à-dire universelles? Vous savez, par exemple, le Legba, l'entité Legba, quand vous êtes près de Fa, vous voyez ça à un carrefour, vous savez que ça, c'est un Legba. Lorsque vous voyez, par exemple, une divinité, l'hôtel d'une divinité Tron, Dakhedji ici ne dira pas le contraire, vous pouvez identifier tout de suite que c'est une divinité Tron. Alors, le Legba Agbonokoin, lorsqu'on le voit, comment l'identifie? Atenukon, je sais que je ne me trompe pas, hein? Comment on l'identifie? Ces trois spécificités. Il y a un piège qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dedans. Oui. Il n'y a pas une homologation universelle. Je dis bien, il n'y a pas une homologation universelle de la présentation extérieure d'un Legba. Le Agbonoros, tout ce qu'on peut savoir, c'est que quand on le voit quelque part, on sait qu'on doit voir le phallus en érection.
phallus en érection, c'est juste l'attribut de l'Egba. C'est comme les sphinx, par exemple, au niveau de l'Égypte antique. Quand vous observez bien les sphinx, vous allez voir toujours, ils ont un phallus en érection à l'entrée des temples de Pharaon. Donc, la reconnaissance physique, c'est le phallus pour le Legba. Mais est-ce que ça, un initié au Fa peut l'avoir aussi? Lequel? Le sphinx? Oui. Non, le sphinx était uniquement, ils appelaient Belphégor. Son nom sacré, c'est Belphégor. Il fait ça pour garder le temple du pharaon. C'est-à-dire, on fait ça à l'entrée du temple pour garder le temple. Même les Chinois aujourd'hui, quand vous observez les maisons des Chinois, ils font également le sphinx à l'entrée, qui a la tête de dragon, le corps humain. Et au niveau de l'Égypte, ça a la tête d'un lion et puis le corps humain, ainsi de suite. Donc, chaque peuplade avait adopté des spécificités données. Au niveau du Bénin, les Nago ou les Yoruba qui ont amené le Fa vers ici ont une manière spécifique de faire le Legba. Mais au niveau des maris, par exemple, au niveau du fond, par exemple, il y a une autre manière spécifique de faire le Legba. Au niveau des porte-noviers également, ils ont une manière spécifique de faire le Legba. Donc, le piège est que quand vous voyez une manière spécifique de faire d'une communauté et que vous appartenez à une autre communauté, ne dites pas qu'on ne doit pas faire comme ça. Il faut être tolérant vis-à-vis de ça parce que chaque peuplade a la manière de faire et c'est ça qui marche pour eux. Donc, il ne faudrait pas tomber dans ce piège-là, mais il n'y a pas une homologation physique universelle pour ériger un Legba. Avant de poursuivre avec vous, on va quand même écouter Daredi sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous reconnaissez aussi ces trois spécificités et est-ce que vous partagez cette opinion de David Kofi Azak qu'il n'y a pas d'un homme oui, c'est vrai ce qu'il dit parce que le Legba, au fait, ce n'est pas la représentation debout que nous voyons. Le Legba est en bas. Donc, c'est la composition du bas qui nécessite des normes à respecter et des principes à respecter pour que la personne ait un bon Legba. Le bon fonctionnement du Legba dépend de la composition du bas. Tout ce que nous rédigeons en haut, c'est la manière de... Le côté esthétique. Comment, rendre belle, rendre beau, son truc, c'est ça. Et chaque ethnie a sa représentation, comme il a dit. Tout à fait. Donc, chez nous, au pays Mari, c'est autre chose. Au pays Nago, c'est autre chose. Et c'est le bas qui constitue. Et le Legba que nous disons. Le Legba, l'appellation Legba vient du Nago. C'est Legba. C'est un coursier que le Nago dit Legba. C'est Legba qu'on disait et ça a devenu Legba dans notre dialecte ici. Donc, c'est un coursier du Fa. Et c'est un gardien. Et très souvent, comme il a dit, on le fait au dehors. C'est ça qui est Agbonougan. Chez nous, on dit Agbo. Donc, Agbonougan reste au portail. Il ne reste pas dans la cour. Il reste au portail pour lutter contre les mauvais esprits, pour chasser les mauvais esprits, pour garder la maison. Et les autres, Legba peut rester même dans la chambre avec toi. Agbonougan Legba, ça peut rester dans la chambre, ça reste même dans la chambre à côté de ton Fa ou bien à côté de ton Zoussaï. Et quand tu veux donner à manger au Fa, tu donnes à manger à Agbonougan Legba aussi. Mais c'est seulement Agbonougan qui reste au portail et qui garde et qui surveille. Alors, lequel des trois on acquiert lorsqu'on finit son initiation au Fa? Ça dépend du Fa que tu as reçu. Parce qu'il y a le Fa Sissin, il y a le Fa Tité. Lorsque, comme vous dites, on a été dans la brousse. C'est ça la grande initiation. La grande initiation complète. C'est ça qui est Fa Tité. Quand tu fais ça, tu as droit d'office à Agbonougan, le grand Legba. Parce que les Agbonougan, les dérivés, les petits Legba qu'on installe après le Agbonougan, c'est des dérivés du grand. Et on ne peut pas mettre tout ce qu'on doit mettre dans le grand dans ces petits. Donc, c'est ça, il y a la différence. Le Agbonougan est le Legba complet. Mais les autres, c'est des dérivés. On peut les déplacer, on peut les transporter, on peut faire tout. Mais le Agbonougan, c'est déplaçable. On peut les transporter pour emmener à Paris? Oui, on peut les transporter pour voyager avec. Pour voyager avec. David Kofi Azak, dites-nous, quel est, j'allais dire, l'état spirituel de l'initié au Fa qui n'a pas son Fa Legba? L'initié au Fa qui n'a pas son Fa Legba, c'est Fa Tité. Le Fa... Non, l'initié qui a été dans la brousse, dans la forêt, qui a fait l'initiation complète. Oui, c'est ça. Fatité, ok, d'accord. Et qui n'a pas... qui n'a pas son Legba, il aura quelques insuffisances liées aux actions que le Fa peut poser. Parce que le Fa, en fait, c'est un mollusque. Il n'a pas d'os, c'est
un vrai fainéant, tout ce qu'il sait faire, c'est de bien parler. Donc, il sait bien parler, mais tout le reste, il n'arrive pas à agir. Donc, c'est l'Egba qui agit en son nom. Et c'est l'Egba qui fait tout au nom du Fa. C'est pour ça que même le Bokono, quand il veut consulter le Akple, par exemple, il dit, par exemple, venez la Fa faire. Boko l'Egba, c'est-à-dire qu'on demande à l'Egba de résoudre l'énigme à laquelle on vient de soumettre le Fa. Donc, c'est l'Egba qui, c'est comme la main ouvrière du Fa. Justement, une petite digression positive, oui. Ne perdez pas le fil. Quelle est l'interrelation entre le Fa et le Legba? Parce que on constate, Daredji me dira peut-être pas le contraire, que la plupart des consultations qui sont faites ou effectuées lors des rituels propitiatoires ou expiatoires, si je peux les appeler ainsi, il y a souvent toujours des choses qu'il faut aller peut-être au niveau du Legba le faire. Pourquoi? Quelle est la relation entre le Fa et le Legba? Je vais vous expliquer. Le problème, c'est une question de triade. Il y a le Fa, le Legba et le Minona. Les trois vont ensemble. Sans le Legba, Minona et Fa auront de problèmes. Et sans Minona, Legba et le Fa ici aussi auront de problèmes. Et sans Fa, Minona et Legba aussi auront de problèmes. Donc, ils sont interdépendants. Il y a une interdépendance. Il y a une interdépendance entre les trois. Mais sur le point énergétique, il faut reconnaître que Minona, c'est la force passive. L'énergie passive, beaucoup de bas c'est l'énergie active, l'énergie de virilité, et le Fa c'est l'éclaireur, c'est le guide au fait. Donc les trois combinés donnent une bonne orientation, une bonne action et une bonne réceptivité en matière d'énergie sur le plan spirituel. Donc les trois vont de pair. Les trois vont de pair. Daredji, pour revenir au Fa Legba, comme le dit très bien, j'ai quand même de nos amis internautes là que j'ai lus qui disent qu'ils sont inquiets parce que lorsqu'ils ont déjà reçu leur Fa ici à Cotonou et qu'ils entendent la situation sur laquelle ils doivent voyager, est-ce qu'ils doivent confier leur Fa Legba à quelqu'un pour l'entretenir ou ils peuvent voyager pour aller en Europe avec? Oui. Toutes les deux questions sont possibles, ont le même résultat, comme je peux le dire, parce que il peut voyager avec son Legba, mais ça sera le Legba Agbanoukan. Il ne peut pas voyager avec son Legba Agbonougan, non. Et s'il a Agbonougan, il doit confier ça à quelqu'un parce que quand la divinité ne mange plus, il va commencer par réclamer. Et quand il commence par réclamer... C'est la situation qu'elle crée. Oui. Quelque chose doit se passer là-bas et il doit faire une consultation pour savoir que c'est le Legba qui réclame quelque chose à manger. Mais s'il confie à une personne de confiance... De confiance, vous avez confiance, c'est important. Pourquoi vous avez précisé de confiance? Comment on peut manipuler ça? Parce que la personne qui donne à manger au Legba peut détruire encore la vie du Favi à travers son Legba. Parce qu'il y a des choses que le Legba ne mange pas, il a des procédures qu'on ne fait pas à ce Legba. Mais si, par méchanceté, il commence par donner des trucs de contraire à son Legba. Exemple par exemple. C'est pas bien de donner. Les gens vont le faire. Les gens vont le faire. Non, mais pour identifier, peut-être on peut mettre l'intéressé à côté et le faire sans qu'il sache aussi. C'est pour toi d'autres. On ne peut pas dire ça sur le plateau. Sur les zones, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, s'il a un Legba Agbanoukan, s'il est initié à un Fassinsin, il peut déplacer avec son Legba. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est Legba royal qu'on a mis, il ne peut pas se déplacer avec ça. Mais à qui on doit ériger le Legba royal que vous avez dit tout à l'heure? Oui, c'est celui qui a une initiation dans la brousse. C'est ça, on dit fatité. Mais lorsque quelqu'un fait le fatité et qu'il est encore en location, comment il fait? Il fait le fatité, il est en location, on lui fait le Legba Agbanoukan d'abord. Il garde ça en attendant, il prie, il lui fait des prières, il fait des vœux. Et le Fa, avec le Legba, va l'aider à avoir sa propre parcelle. Et après, on va installer son Legba Agbonougan. Alors, David Kofi Azar, lorsqu'il vit seul, ou bien peut-être il est en location, comme il a dit, peut-être chambre, salon, alors son Fa Legba là, comme il a dit, on lui fait, il regarde le Fa, comment il le met où? À la cuisine, à la douche, sous son lit? Non, on ne peut pas mettre le Legba sous le lit, parce que si on met le Legba sous le lit, il ne peut pas aller à Djougou sur le lit. Voilà, donc il est obligé de s'abstenir. Donc on peut le mettre quelque part, l'isoler. Maintenant, au cas où la pièce n'est pas assez grande, c'est qu'il est obligé de mettre un rideau en face du Legba pour l'isoler. Et maintenant, il peut choisir les choses dans la chambre s'il veut, mais pas la cuisine. Pas la cuisine parce que
il faudrait éloigner la divinité des sources d'émission de chaleur. Donc, c'est pas bien que la divinité soit dans la chaleur. C'est pas bien qu'elle soit dans la chaleur. Non. Donc, si possible, si on peut lui faire une chambre climatisée, alors. Non, c'était juste une digression. mais pour l'accompagner un peu, Oui. la personne prend un coin de sa chambre. C'est ça. On prend le coin, on met un rideau. Et généralement, on met à zan. Les rameaux. Il y a des rameaux il y a la façon de le faire et on barre. On fait un coin réservé et on met ces trucs-là dedans. Mais lorsque on sait un peu comment à Cotonou, les chambres sont très petites, comme même en Côte d'Ivoire ou au Togo, alors où est-ce qu'il va trouver cet espace-là pour le faire? Un coin de sa chambre. Oui, mais le Legba, on va y arriver. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange concrètement? Et est-ce que lorsqu'il sera nourri, est-ce qu'il ne va pas dégager des odeurs dans l'environnement immédiat? C'est vrai, donner à manger au Legba, par exemple, c'est l'huile. L'huile de palme ou bien l'huile d'arachide, selon son signe de fa, et le mélange de la farine de maïs. On mélange un peu la farine de maïs, on donne au Legba, on donne de l'huile. Et après, c'est peut-être tuer une poule ou bien un coq au Legba, c'est tout. Et quand vous faites ça, vous pouvez laisser ça un peu en retrait dehors, à côté de la chambre ou bien dans l'arrière-cour pendant la journée. Et dans la soirée, vous le faites rentrer encore dans sa chambre, c'est tout. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, David Kofi-Aza? Non, je ne pense pas qu'il y ait de problème par rapport à ça, parce que le Legba a besoin d'huile. Comme certaines divinités, les divinités ont besoin d'huile beaucoup plus pour pouvoir concentrer, parce que l'huile est comme un dissolvant qui permet de digérer l'énergie de ce que vous lui apportez. Donc, si par exemple vous lui apportez du sang, par exemple, donc une poule ou un coq que vous mélangez avec de l'huile, ça permet de capitaliser cette énergie-là et de conserver ça sur la divinité. Maintenant, pour que ça ne donne pas trop de puanteur, c'est à vous de voir comment vous allez l'entretenir. Parce que si la divinité a beaucoup plus d'huile sur elle, elle ne dégage pas d'odeur. Mais c'est quand on lui donne à manger, par exemple, de la chair de la poule, par exemple, ou du coq que vous l'avez donné, ou du mouton, il faut éviter de mettre en grande quantité sur la divinité. Non, peut-être la personne a vu que la divinité l'a beaucoup nourri. Oui, la divinité a beaucoup nourri, ce qui est important pour la divinité, parce que Vaudron doit saoulant. Le vaudou ne mange pas les cuisses. Non. Il y a des parties spécifiques au niveau de l'animal que le vaudou consomme. Au fait, c'est sa partie spécifique-là, c'est ce que nous appelons au fait des centres d'énergie, que d'autres appellent des chakras. C'est-à-dire qu'au niveau du sommet du crâne, par exemple, on prélève un peu de la chair au sommet du crâne, au niveau du cou, au niveau des ailes, le bout, au niveau des pattes. Voilà. Et à l'intérieur, le cœur, qui est un chakra très, très puissant, on prend ça, on prend la rate, on prend le gésier, si par exemple c'est une volaille, et après on prend la queue. Voilà. Donc c'est juste de petits bouts. Quand on prélève ça, c'est encore de petits bouts qu'il faut récupérer pour mettre sur la divinité, pour qu'il puisse puiser dedans les énergies qui sont dans cet animal-là. Le vaudou a eu besoin d'énergie. Vous pouvez donner à manger au vaudou et le lendemain, enlever encore tout ce que vous avez donné à manger. Lui, il a déjà récupéré l'énergie et le jette. Vous jetez ça pour maintenir votre divinité propre. Oui, bien sûr. Pour maintenir votre divinité propre. D'arrêter, vous partagez cette opinion-là? Oui, c'est vrai. Au plus 3 jours, c'est fini. Oui, c'est fini. On enlève ça et puis 72 heures, la divinité pour que ça ne donne pas d'odeur, quoi. Tout ce qu'il veut dedans. Le reste, c'est du déchet. On peut jeter. On peut jeter. Donc ça ne sert à rien d'en faire une montagne. Une montagne de monde. Aujourd'hui, avec l'évolution de la vie, il y a beaucoup de choses qu'on a commencé par régler nous-mêmes. C'est bon, peut-être nos amis qui sont encore dans l'autre monde qui continuent. Sinon, c'est juste pour bleuir, on a modernisé beaucoup de choses aujourd'hui parce que ça influence. Ça fait peur même aux adeptes quand ils voient tout ça. Avec le crâne de mouton. Il faut arrêter de mettre des crânes de mouton sur la divinité parce que la divinité n'a pas besoin. Non. Non, la divinité n'a pas besoin. Il a récupéré tout ce qu'il veut dedans. C'est l'énergie, comme il a dit. C'est l'énergie que les vaudous utilisent. Et le reste, là, c'est des caca. La chair, c'est pour nous. La chair, c'est pour vous. Ben ouais. Mais Daredi, j'ai une question par rapport à une chose. C'est de savoir quelle est la fréquence d'entretien d'un Legba. Bon, est-ce que ça a une fréquence? Ça dépend Est-ce qu'il faut le faire tous les jours? Est-ce qu'il faut le faire une fois par semaine? C'est ça, je dis que ça n'a pas une fréquence. Ça dépend de la personne, de ce que tu veux, par exemple, commander à ta divinité. Si tu es dans de l'urgence, tu peux faire une cérémonie pendant une semaine, pendant 7 jours, pour pouvoir suivre ce que tu veux.
pour la réussite de ce que tu veux. Mais si tu n'es pas dans un cadre spécifique, d'obligation, tu peux, c'est par moment, peut-être par semaine, 2 semaines, 7 jours, ça dépend de comment tu as habitué ta divinité. Parce que les énergies, c'est des habitudes. Quand tu la prends et tu lui donnes à manger, tu lui donnes de l'huile tous les jours, ça veut dire que tu t'es créé des problèmes. Ah bon? Quand tu vas manquer pendant 3 jours, tu auras des problèmes. Parce que c'est toi qui l'as appris à être comme ça. Donc, il faut aussi savoir comment gérer les divinités. David Kofiasa, Dakhedi a quand même dit quelque chose d'assez important. Il faut savoir gérer les divinités. Les divinités, les nourrir tous les jours. Les divinités sont comme des femmes que nous épousons. Exactement comme la femme que vous avez épousée. C'est si vous avez l'habitude de lui acheter pain chaque semaine, c'est qu'il y a une semaine où elle n'a pas son pain, ah mais là, les problèmes vont commencer. Ça veut dire que c'est une autre femme qui est en train de recevoir ce pain-là au dehors. À sa place. C'est la même chose pour le vaudou. Il faut éviter, moi parce que j'ai beaucoup d'argent, que tout le jour je dois donner à manger à ma divinité. Parce que le jour où vous n'avez peut-être pas le temps, peut-être pas besoin de l'argent, mais vous ne perdez pas le temps, vous n'êtes pas en mesure de le faire, il vous crée toutes les misères du monde. Donc il faut vraiment éviter ça. Deuxième chose, quand une divinité mange trop, il ne travaille pas. Il ne travaille plus. Ah bon? Non, il ne travaille pas. Il devient fainéant. Il devient fainéant, il ne travaille pas. Là, dans la blague, vous dites quelque chose de... Oui, c'est vrai. Quand vous habituez votre divinité à manger tout le temps, il ne fait plus d'efforts pour vous. Il ne fait plus rien. Il sait que même s'il ne fait rien, il va trouver à manger. Il ne fait rien. Il est à la maison tranquillement et puis on lui apporte à manger. Donc, il faut éviter. Peut-être en matière d'entretien, une fois le mois, par exemple, un peu d'huile, un peu d'acassa, et c'est bon pour la divinité. Avec le jassin, c'est bon pour la divinité. Une fois le mois, c'est largement suffisant. Même une fois en 2 mois, c'est suffisant. Et maintenant, lui donner à manger peut-être une poule une fois en 6 mois. À la fin de l'année, lui donner un mouton, c'est déjà bon. Mais l'habituer parce que j'ai les moyens, plus il me donne les moyens, plus je lui donne à manger. Non. À moins que vous avez une préoccupation, que vous partez le voir, vous dites, j'ai telle préoccupation. Vous savez que peut-être nos amis opérateurs économiques ou hommes d'affaires, parfois ils ont des préoccupations de façon constante. Non, ça c'est autre aussi. Vous avez une préoccupation. Vous lui dites, j'ai telle préoccupation. Si tu règles ça de telle manière, je te donne une poule. Tu règles ça de telle manière, je te donne un mouton. Si la préoccupation est réglée, vous donnez ce que vous avez promis. Ça, c'est autre chose. Mais en matière d'entretien, vous n'habituez pas le vaudou au manger. Il devient fainéant et il ne faut plus rien. Il y a des vaudous fainéants. Oui, il y a des vaudous. C'est comme des hommes. Quand tu as quelqu'un qui est à la maison, que tu lui donnes à manger à tout moment, quand il dit je veux de l'argent, tu lui donnes. J'ai besoin de tel, il va faire quoi? Il va plus travailler. Il va rester là. Il dit Fofo est là, tonton est là. Quand j'ai besoin de telle chose, je le trouve. Donc c'est comme ça aussi pour les divinités. Il faut les laisser un peu dans des périodes de sécheresse pour lui dire il faut que je cherche quelque chose pour mon patron, mais peut-être s'il y a manquant, c'est pourquoi je ne mange pas. Il va courir pour le faire. Il va courir pour le faire. Donc parfois il faut jouer avec la psychologie des vaudous. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais pour ce qu'on dit depuis un certain temps là, est-ce que c'est valable pour les hommes et les femmes ou c'est exclusivement pour les hommes? Non, pour les hommes et les femmes. C'est pour les hommes et les femmes. Les femmes qui ont oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais est-ce qu'elles l'entretiennent de la même façon que les hommes? Oui, l'entretien, c'est la même chose. Un peu d'huile, un peu d'acassa, c'est déjà bon. C'est déjà bon un peu. Quand elle est en menstrues, elle s'abstient. Elle s'abstient de s'en approcher. Mais maintenant, pour nos amis qui sont à l'étranger, quelle huile ils doivent utiliser? Non, l'huile, là, il faut faire attention. Contrairement à ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, si ton legba consomme de l'huile rouge, donne-lui l'huile rouge. Si ça consomme de l'huile blanche, donne-lui l'huile blanche. C'est tout. C'est tout. On va trouver l'huile en Europe pour dire, bon, ça est un peu rouge. Non, en Europe, il y a de l'huile rouge en Europe. Partout, dans les boutiques exotiques. Oui, mais est-ce qu'il faut prendre son huile rouge d'ici, avoir l'assurance que c'est la bonne huile rouge pour l'employer ou dans tous les pays du monde aujourd'hui, l'huile de palme est très développée. Il y en a partout. Il y a partout. L'huile de palme est partout. Est-ce que nos divinités, et ça c'est une question à vous deux, est-ce que nos divinités prennent de l'huile rouge industrialisée? Même si c'est industrialisé, ça ne gêne pas. L'huile d'arachide est industrialisée aujourd'hui. L'huile blanche qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'huile rouge. C'est l'huile rouge qu'on a blanchie. L'huile rouge qu'on a blanchie. C'est industrialisé. Donc il n'y a pas de problème. C'est la Malaisie qui fait l'huile rouge. Ça devient l'huile blanche. C'est ça, on a l'huile d'arachide. Ce n'est pas de l'arachide. Quand on dit huile d'arachide, l'huile d'arachide pure, c'est ce qui est fait à Goni ou en pays Marie.
C'est ça qu'il y a eu d'arachide pur, mais l'huile blanche que nous avons là, ici, là voilà, c'est l'huile de palme. Hein. C'est l'huile de palme. À moins que ça soit l'huile d'olive. À moins que ça soit l'huile d'olive. Oui, si c'est l'huile d'olive, là, c'est l'huile blanche d'origine. Alors l'autre question aussi qui préoccupe certaines personnes, je crois qu'on avait déjà abordé une fois avec David Kofi Azar, on dit la répétition, elle est pédagogique. Qu'en est-il de ces personnes-là? Là, je vais poser d'abord la question à Daredi. Ceux dont les pères sont décédés ou les mamans sont décédées, mais qui ont légué ou ont laissé dans leurs effets des legbas qui sont en lien direct avec le fa personnel. Pas un legba pour la famille, mais le legba du fa du papa qui est décédé. Comment on fait? Tu sais, cette divinité, oui, cette divinité, dans la tradition, si la divinité n'a pas incarné un enfant, c'est le vaudou Jovi. Quand ça incarne un enfant, on ne peut plus détruire cette divinité. Si le papa meurt, on garde la divinité à cause de l'enfant qu'il a incarné. Mais si la divinité n'a incarné personne, le jour de l'enterrement, le fa, le legba, le poli de la personne, tout ça là, il y a des travaux qu'on fait et la personne part avec cette divinité. Quoi, dans sa tombe? Dans sa tombe. Il y a certains qui vont et on fait les cérémonies, ça rentre dans des fleuves, et il y a d'autres que la personne même porte dans son cercueil et va dans sa tombe avec ça. C'est sa divinité. Mais si par exemple, le legba du papa a incarné un enfant et on a dit, c'est legba du papa qui a fait incarner c'est son joto, on est obligé de garder ce legba pour l'enfant. Pour l'enfant. David, oui, exactement. Ok. Ma question à votre niveau, c'est de savoir, alors pour les mamans, les femmes qui ont laissé aussi le point legba, c'est ça, hein? Oui. Est-ce que c'est de la même façon qu'on gère? C'est de la même façon. Si on s'en débarrasse plus dans les eaux douces. Dans les eaux douces. Mais quand c'est le legba gan, c'est ça, vous appelez ça? Agbonokosu, voilà. Oui. Et que c'est papa seul qui le manipulait, papa n'est plus là. Comment on fait? Oui, mais il faut retourner. Si ça n'a incarné personne et que ça n'a pris possession de personne, on s'en débarrasse. Maintenant, j'ai une question à vous deux. Est-ce qu'il peut arriver qu'on ici au FA puisse décider de se débarrasser de son poli et de son falegba? De son vivant? Oui. Oui, bon, tu sais, c'est la religion aussi. Il rentre dans une religion occidentale qui lui dit de débarrasser. Mais quand il le fait, il se tue à moitié. C'est clair. Parce que ce sont ces trucs-là qui rendent les gens morts à moitié et quelques années après, c'est fini, c'est la mort qui vient les chercher. Parce que le poli, par exemple, c'est ta vie. La durée de ta vie est consacrée dans le poli. Et tant que tu es vivant, ton poli te suit et se dit le contrat qu'on a signé, je le respecte jusqu'au bout. Et à un moment donné que tu le détruis, et il dépend même de la façon dont tu l'as détruit. Oui. Les énergies reviennent en surface et contre la personne. C'est par exemple, tu as un chien berger à la maison et le chien se retourne contre toi. Tu vas te voir devant ton chien, mais tu vas le méconnaître. C'est comme ça. La matière que nous voyons, c'est autre chose que les énergies. Il y a les énergies que nous ne voyons pas. Quand tu détruis un poli, tu ne sais pas l'énergie qui est dedans, là où ça a passé. Même si ça te gifle, tu ne le sauras pas. C'est après des jours, des semaines, des mois que les retombées vont commencer. Et la prière ne peut pas gérer ça. Il faut qu'on se comprenne. C'est toi-même qui a attiré ce oui, c'est toi qui l'as appelé. Oui, c'est toi-même qui a attiré ton malheur. Et c'est toi-même qui s'est initié. Et au cours de l'initiation, on t'avait déjà dit, alors, tu avais dit non. Et tu t'es préparé toi-même, tu as jugé, tu as juré des trucs devant les divinités. Je ne vais pas vous trahir. Et à un moment donné, toi aussi, tu commences par faire la trahison. Qu'est-ce que ça va donner? C'est dangereux, David Kofi Azar. Mais justement, c'est le parjus. Or, le parjus au niveau de l'invisible ne se pardonne pas. Les retombées sont irréversibles et ça frappe toujours. Ça frappe toujours. Il n'y a pas une manière de revoir un peu, non? Si vous n'êtes pas sûr d'aller jusqu'au bout avec l'invisible, ne vous y engagez pas. Ne vous y engagez pas. Non, merci à vous. Obligé. Merci à vous, David Kofi Azar, notamment qui nous était parti d'arriver à échéance. Vous restez en plateau. Merci également à Daredi. On va passer à la tribune virale avec nos autres invités.
La tribune virale sur Free Week au cours de cette émission, après ce moment spirituel et d'éveil spirituel, si je peux le dire ici, avec Daredji et David Kofi Azad, Dato Igese Degwedo. Nous sommes dans la tribune virale où nous parlons d'un sujet de société, notamment des jeunes et de l'amour. Quelle éducation sentimentale aujourd'hui? Où les jeunes apprennent-ils à aimer? Rôle des parents, des réseaux de la culture populaire, amour, sexe, consentement, tabou et réalité sont entre autres les aspects qui seront abordés au cours de la tribune virale de ce samedi. Pour l'exercice du jour, j'ai convié en plateau Espoir Abogori, qui est coach en parentalité positive. Elle est réalisatrice de formation également. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là ce samedi matin. Bonjour également à Tifa Olafa, journaliste à ESAE TV. Merci également d'être là ce samedi. Bonjour Bekale, merci. Alors, David Kofi Azad, merci d'être là également. On parle de jeunesse, on parle d'amour, on parle d'éducation sentimentale aujourd'hui. Dites-nous, lorsque vous observez un peu de part et d'autre, quel est le constat? Vous souriez. Oui, justement, le constat fait un peu sourire parce que quand on parle de la jeunesse et de l'amour aujourd'hui, ça fait sourire véritablement parce qu'on a perdu complètement les repères. C'est-à-dire? C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, la plupart du temps, la jeunesse croit toujours que c'est par amour qu'on se marie, que c'est par amour qu'on se met ensemble. C'est une hérésie et c'est une erreur monumentale. L'amour n'a rien à voir avec le mariage. C'est deux choses différentes et parfois même diamétralement opposées. Ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on peut vivre ensemble. S'aimer ne suffit pas pour vivre ensemble. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est pour ça que ça fait rire et ça fait pitié parfois. Ça fait pitié parfois. Est-ce pas à Boubouri? Ça fait rire les oiseaux. Ah bon? Mais il n'y a pas d'oiseaux ici, apparemment. C'est une vieille chanson. Oui. En fait, vous allez sourire, mais je partage entièrement l'avis du professeur David Kofi Azad. Et je pense que les parents seront contre ma position. Mais aujourd'hui, le constat est là, en face de nous. On va pas continuer à se mentir, continuer à se dire « Oh, je suis amoureuse de lui, c'est mon amour d'enfance. Oh, il est adorable, il est mignon, il est gentil, donc on va se mettre ensemble. » En réalité, se mettre ensemble, de mon point de vue, en tant que professionnel de l'enfance et de l'adolescence et en tant que coach en parentalité positive, c'est que se mettre ensemble, c'est un projet. Et en réalité, c'est comme quand vous voulez construire une entreprise. C'est comme quand vous aspirez en fait à une vision que vous allez construire en allant step by step, étape par étape. Mais il faut que la vision soit partagée, il faut que le projet soit vraiment commun et il faut avoir en réalité une ambition commune, un objectif à atteindre. Le plus important étant de savoir est-ce que les centres d'intérêt sont partagés? Est-ce que les valeurs que nous avons sont partagées? Est-ce que d'abord nous avons des valeurs? C'est la première chose. Si nous avons des valeurs maintenant, on peut s'accorder à citer maintenant l'essentiel de ces valeurs-là. Et parmi ces valeurs-là, en réalité, lesquelles répondent à des principes de vie. Est-ce qu'il y a lesquelles répondent à des principes de vie et sont intransigeantes? Quelles sont les valeurs qui répondent à des principes de vie et qui sont intransigeantes? C'est-à-dire qu'en réalité, pour moi, quand vous me posez la question, la loyauté est une valeur de base qui prime sur tout le reste. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'humilité, qui pour moi est une grande valeur et une très grande notion de répartie et de qualité. Vous avez maintenant le respect mutuel en tout. Vous avez le sens de l'honneur et de l'engagement. En réalité, se mettre ensemble répond à des critères. Et ces critères-là, quand vous constatez que vous les partagez, l'amour vient après. C'est subtil, c'est fou, c'est hilarant, mais on dit souvent que le contact crée l'amour. Et si vous êtes avec une personne, même si au départ, vous jugez son apparence physique, vous jugez tout ce que vous voulez juger, on est tous beaux, on est toutes belles, on a tous un cœur. Il suffit de se mettre ensemble pour voir le bon côté les uns des autres et pour atteindre des objectifs ensemble. Donc, pour moi, en réalité, je suis entièrement d'accord avec l'avis du professeur David Kofi Azad qui dit qui sourit d'abord à la question, parce que ça m'a fait sourire aussi, et qui dit aujourd'hui que l'amour est controversé, parce que je pense aussi que c'est un sentiment très controversé. On peut s'aimer
et ne pas s'accorder en fait à vivre ensemble et à construire une vie de famille et à avancer ensemble. Il y a des hommes qui sortent avec l'amour de leur vie, soi-disant, qui sortent avec elle éternellement. Genre, c'est des histoires d'un soir tout le temps. Et elle est tout le temps dehors, voilà. Mais ils épousent une autre femme à la maison avec laquelle ils construisent en fait leur vie. Et ça surprend les gens. Mais c'est parce que certains partagent certaines valeurs et certains principes de vie et qui s'accordent là-dessus. Atifa, à la fin, dites-nous, où est-ce que les jeunes apprennent l'amour aujourd'hui ou à s'aimer aujourd'hui? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. À la télé. À la télé. Oui, à la télé. À la télé. Malheureusement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. La plupart des jeunes font plus de suivisme. On met de côté vous faites quoi? ce qui est essentiel. Oh, vous êtes jeune aussi. Voilà. Mais non, Vous moi, faites du j'apprends pas. suivisme? Non, je fais pas du Ah, suivisme. ok. Je suis unique. Voilà. Je tiens à le notifier. Je suis unique. Unique ou atypique? Ah bon? Un peu atypique. Si vous voulez. Alors, Des les jeunes, expressions, oui, les les jeunes jeunes. apprennent l'amour à la télé, sur les réseaux sociaux, Vous l'avez appris à où? travers ce qu'ils voient. Vous l'avez appris où, l'amour? Je sais même pas. Justement, C'est c'est l'exemple le une plus question proche. pertinente. Oui, c'est une question très pertinente. J'aimerais bien, je sais que peut-être Daredji aussi, il est père de filles, il va nous en dire un peu tout à l'heure. Ah oui, c'est un papa de fille, Oui. waouh! Lorsque l'on a des enfants, lorsqu'on a des parents, est-ce que les enfants doivent échanger avec leurs parents sur ce que c'est que l'amour, comment il se manifeste et comment il s'exprime? Bien sûr. Bien sûr, les enfants doivent beaucoup échanger avec les parents et malheureusement, on n'a pas souvent ces genres de cas aujourd'hui parce qu'il y a de base une certaine barrière entre l'enfant et le parent. Du coup, le dialogue n'est pas de base installé. Vous voyez des enfants qui ont peur d'aborder des sujets avec leurs parents. Vous voyez des enfants qui ont même peur de dire à leurs parents « Ah, j'ai un petit ami » ou bien « Je ressens telle ou telle chose pour cette personne » parce que depuis toute petite, on nous a habitués on nous a même traumatisés, je vais dire, sur le fait que c'est d'abord l'école, le travail et l'amour vient ensuite. Et c'est là les parents ont parfois tout faux parce qu'à un moment donné, c'est le même parent qui met peut-être la pression à l'enfant pour dire « T'as pas de petit ami, on ne voit personne courir après toi, personne ne vient te demander à la Mais est-ce maison. que les parents, quelque part, en faisant cette équation, n'ont pas raison? Parce que lorsqu'ils savent que si on vous autorisait, par exemple, à aimer déjà au collège, peut-être avant l'université, vous auriez déjà peut-être 2 enfants. Ils ont raison, mais pas sur toute la ligne parce que je crois qu'il faut savoir mettre les deux ensemble. Vous savez, autant vous êtes strict avec l'enfant par rapport à certains sujets, autant vous êtes ami avec votre enfant parce que dès le bas âge, si l'enfant ne sent pas une certaine sécurité, une certaine confiance en ce parent-là, bah, à la longue, il y a forcément un fossé qui s'installe. Est-ce que parce qu'on est son ami, on doit lui tolérer d'aimer lorsqu'il est au collège? Ce n'est pas une histoire de tolérer ou de ne pas laisser l'enfant ressentir des choses parce que vous voulez ou pas, l'enfant ressent forcément des choses. Il y a des choses qui nous arrivent à l'école qu'on endure personnellement, dont les parents ne sont même pas au courant. Mais comment se fait-il que l'enfant traîne toute cette charge-là à lui seul et ne sait pas forcément vers qui se tourner ou comment en parler avec le parent? Donc, il faut savoir mettre les deux ensemble. Autant vous êtes strict sur certains bords, autant vous êtes vous tolérez. J'ai quand même bien écouté David Kofi sur cette intervention-là, mais Daredji, déjà, dites-nous, les enfants, où est-ce qu'ils apprennent à aimer? Les enfants d'aujourd'hui. La précision est de mise. Dites-nous, ceux d'aujourd'hui, où est-ce qu'ils apprennent à aimer? Et ceux d'hier, où est-ce qu'ils ont appris à aimer aussi? Ah oui. Les enfants d'aujourd'hui n'écoutent plus. Les enfants n'écoutent plus les parents. Parce que, avant, pour suivre la télé, un film de 20h30 à 21h, là, on s'éclipse, on rampe, on cherche quelque chose pour monter par les fenêtres, pour voir un peu ce qui se passe au blanc noir là-bas. Aujourd'hui, maintenant, les enfants, ils connaissent toutes les séries. Et ils sont câblés devant la télévision et tout ce qui se passe à l'étranger, ils voient, ils copient. Et c'est ça qui est le meilleur. Alors que ceux qui sont à l'étranger cherchent maintenant à réparer ce qu'ils ont gâté en leur vie. Et c'est maintenant nous, on prend ce qu'ils ont déjà découvert que c'est le plus bon. C'est ça que nous copions aujourd'hui.
Moi, je me pose la question, je dis la jeunesse d'aujourd'hui va où? Parce que c'est un monde perdu, déraciné et qui n'a même plus de sens. Ah bon? Ah oui, la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas de sens. Hein. Mais Les gens se disent... Vous avez suivi à Tifa la fois qui dit que bon, les parents doivent échanger avec les enfants. Oui, c'est ça, je dis que les enfants n'écoutent plus. Tu sais, l'amour par exemple, c'est la maman qui éduque la fille concernant l'amour. Et les garçons, c'est le papa. Quand tu as une fille qui a ses premières règles, elle devient un élève de sa mère. La maman commence par lui parler. Ah, tu as vu ce que tu as trouvé aujourd'hui? Ah, c'est grave. Si tu ne sais pas faire, tu vas tomber enceinte. Tu auras tel problème, tu auras telle maladie. Et l'enfant devient l'élève strict de sa maman. Et quand c'est comme ça, quand elle sort un jour, et puis elle dit je t'aime, elle rentre à la maison et dit maman, ah aujourd'hui là, quelqu'un m'a dit je t'aime. Hein. Ce que tu m'avais dit avant là, est-ce que c'est pas ça qui va se passer après? Mais il m'a dit de venir de la case. Il m'a dit je t'aime. Même si elle dit à sa maman, telle personne m'a dit je t'aime. La maman connaît déjà la fin de la scène. Et la maman va commencer par lui dire, c'est pas maintenant qu'on va te dire je t'aime, ça te reste beaucoup de temps, tu dois faire tel, tu dois connaître tel, tu dois... Et c'est comme ça, l'enfant est éduqué. Quand elle rentre dans la rue, prochainement, quelqu'un dit je t'aime encore, elle dit ah, je suis mineur, ne me dis plus ça. Et elle échange avec la maman de temps en temps et c'est la maman qui l'oriente. Et cette fille est éduquée, elle connaît ce qu'on appelle l'amour. Mais quand les premières règles sont apparues à l'école, et c'est ça qui lui a dit, ah, il faut va chercher coucher, on fait, elle rentre à la maison, elle cache même les premières règles à sa maman. Et c'est là où le dialogue parental est très important. David Kofi Aza, je me retrouve vers vous tout à l'heure, vous avez écouté Atifa Olafa, qui quand même expose un problème, une problématique qui est en lien avec le pont entre cette génération et la génération partante. Est-ce que, selon vous, dans les questions d'éducation, lorsque l'enfant est scolarisé, est-ce qu'en dehors du fait qu'on doit l'interroger, le coacher sur ce pourquoi il est envoyé à l'école, est-ce qu'on doit discuter avec lui des questions de relations amoureuses? Je pèse le mot, discuter avec lui. Est-ce qu'il faut lui donner des directives ou bien il faut discuter avec lui? Est-ce que son opinion compte dans cet aspect-là? Déjà, je veux dire, c'est parce que la famille s'est individualisée davantage. Sinon, en principe, pour ces questions-là de la maîtrise de la sexualité, généralement, la fille discute avec la tante et le garçon discute avec son oncle. C'est plus ouvert. Parce que la peur fait que... Parce que les parents doivent incarner une certaine autorité. Autorité. Donc, voir un papa discuter de la sexualité avec son garçon, la société n'avait pas admis ça. Peut-être aujourd'hui, ça peut se faire. Je dis aujourd'hui. Mais c'est ça qui a fait qu'il y a un peu de vide. Or, la fille, par exemple, aussi, aura du mal à tout dire ouvertement. Peut-être que le garçon qui lui dit « je t'aime » au dehors, lui a glissé un billet de 2000. Elle a déjà utilisé, mais elle n'aura pas le courage de dire à maman qu'elle a pris un billet de 2000 et qu'elle a utilisé. Parce que moi, on peut lui dire « donne-moi ça ». Donc, de peur de ne pas perdre ça. Peut-être que demain matin, c'est déjà ton petit. Voilà, c'est ça. Donc, de peur de ne pas perdre cet argent-là, la fille ne dira pas tout. Or, à force d'aller de rétention en rétention, le mal risque d'arriver. Donc, le mieux. Moi, je n'ai jamais discuté, quand j'ai commencé ma sexualité, je n'en ai jamais discuté avec mon père. C'est impossible. Non, toi-même, tu as senti tout. Comme dit, est-ce que tu as les couilles? Est-ce que tu as les couilles pour... Voilà, donc je suis obligé de voir les oncles pour dire, bon, j'ai telle situation, j'ai telle préoccupation. Et si on doit aller voir les parents, ce sont les oncles qui vont tenir ta main. Mais David Confesseur, j'aurais quand même aimé que vous mettiez l'accent sur un aspect. Oui. Vous n'arrivez pas à l'époque à en discuter avec papa parce que le fait d'ouvrir ce débat avec papa fait que
papa descend un piédestal qui ne devait pas être le sien pour qu'il puisse vous réprimer par rapport à certaines choses. Non, ce n'est même pas ça, c'est le respect. Voilà, justement. C'est le respect qui incarne l'autorité parentale. L'autorité qui l'incarne. Voilà, qui fait qu'on ne peut pas discuter de ces choses-là avec. Tu vas commencer par où? Par où même? Toi-même, tu as dit. Oui, mais... Donc, tu es obligé de te référer à un oncle. Maintenant, si ça le dépasse, lui va directement discuter avec son frère pour dire, bon, mon enfant est venu me voir, il y a ci, il y a ça, comment on fait? Et c'est de là-bas que la réponse va venir vers toi. Donc, et ça passe toujours par personne interposée. Ça passe toujours par personne interposée. Parce qu'on estime que, excusez-moi d'être vulgaire, du tout pas. Non. C'est pas respectueux. Mais avant de poursuivre les échanges, j'ai quand même envie de recueillir des opinions de part et d'autre. Espoir Bogouri, pour vous, c'est quoi l'amour? Parce qu'on parle de l'amour avec les jeunes aujourd'hui, où est-ce qu'ils apprennent à aimer, on parle de sexe, on parle de choses tabous, non tabous. Mais pour vous, déjà, l'amour, c'est quoi? Est-ce que vous avez connu l'amour? Parce que là, on va être un peu personnel. Je pense même depuis que je suis née, je n'ai connu que de l'amour autour de moi. Pour moi, l'amour, c'est... De l'amour dans le contexte que nous parlons. L'amour, mais je suis le fruit de cet amour dont nous sommes en train de parler. Allez-y. Je vais partir de là. Ne n'esquivez pas la question intelligemment. Je n'esquive pas du tout la question et ce n'est même pas une question d'intelligence. C'est une question de sincérité, d'honnêteté, de franchise. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Allez-y. Mais je dirais que l'amour, c'est le sentiment le mieux partagé, c'est le sentiment qui nous anime tous. C'est le sentiment qui fait qu'on se réveille le matin, on est irradié, on est illuminé, on est en joie. Et je dirais que quand ce sentiment-là se reflète en la personne avec laquelle vous partagez votre quotidien, hein, la personne avec laquelle vous avez envie de construire en fait des bases, d'évoluer dans votre relation, d'avoir des enfants, de construire un foyer, eh bien c'est de l'amour. L'amour en réalité c'est un sentiment pur et noble, c'est un sentiment qui tolère, qui en même temps n'hésite pas à réprimander quand ça ne va pas. C'est un sentiment qui rappelle qu'il faut être vraiment franc, qu'il faut être vrai et qu'il ne faut pas hésiter à donner du poing sur la table quand ça ne va pas. Et pour moi, j'ai grandi dans cette harmonie-là que, en réalité, l'amour, ce n'est pas le sentiment le plus doux, le plus câlineux, qui te dit tout le temps que ce que tu fais est bien, même quand c'est mauvais, mais bien au contraire, c'est ce sentiment-là, en fait, de franchise qui vise à atteindre un objectif commun. On va écouter. Daredji, pour vous, c'est quoi l'amour? Est-ce que Daredji a connu l'amour? L'amour, tout le monde l'a connu. Vous vous rappelez bien de cette chanson de Cécile? Oui. Tout le monde l'a connu et tu sais, c'est l'âge aussi. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est l'âge, c'est la puberté aujourd'hui qui est plus précoce que ce que nous avons connu. Ah oui, c'est trop précoce aujourd'hui. Ah bon? Oui, parce que notre puberté, c'était à partir de 16, 17 ans, 18 ans. Mais la puberté aujourd'hui, c'est 12 ans, 13 ans. Ouais, la puberté aujourd'hui c'est 12 ans, 13 ans. Les enfants vous disent je l'aime. Et les enfants aujourd'hui, l'amour pour eux c'est le sexe. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'amour d'aujourd'hui c'est le sexe. Oh yeah. Alors que ce que nous appelons amour avant, c'est des sentiments réciproques. Oui. Et on était ensemble sans aller au sexe. C'est ce que nous faisons. Quand tu vois un jeune, un garçon, une fille, rester ensemble, dire je t'aime, et peut-être faire des petites balades. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. On faisait des balades, mais on n'allait pas au cesse. Des centres d'intérêt qu'on partageait. Peut-être quelques petites accolades. Peut-être, bon, même se promener ensemble avant était même un cauchemar. Quand on vous voit marcher ensemble, et c'est la terreur. Un homme dit, ah, moi, j'ai envie de me filer pour ça, c'était la terreur. Quand on rentre là, c'est des coups de lanier. Donc, tu ne peux pas te promener avec une fille dans la rue pour dire je l'aime, c'est parce que je l'aime. Non. Mais vous pouvez aller à la bibliothèque ensemble. À l'école, on faisait des grimaces à l'école et ça s'arrêtait à l'école. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce qui est arrivé dans le monde. Et quand on parle de l'amour, c'est seulement aller au lit, aller vers le sexe. Mais tu sais, ça, en fait, c'est compliqué. Au-delà de ça, même dans cette transcription de l'amour, je peux préciser qu'en réalité, ce sont des actions. L'amour, en réalité, ce sont des actions concrètes que l'on fait au quotidien qui concourent. L'acte concret, c'est le sexe. Non, l'acte concret n'est pas le sexe. L'amour avant, c'est des amitiés. Mais ce sont des amitiés, ce sont des actions concrètes qu'on mène. Et toi, en tant qu'homme, tu es comme un gardien pour la petite amie que tu as,
et tu ne la laisses pas taquiner à l'école et tu lui fais tu ne la laisses pas affamer, tu veilles sur elle. Tu lui donnes ton pâté. Oui, c'est ça. Ce sont des petites actions comme ça. Je me rappelle pas tu l'aides dans les exercices si ça ne va pas bien. Vous évoluez ensemble en fait. Voilà, vous allez aussi à la bibliothèque ensemble. Non, là toi tu vas ailleurs. Je ne sais pas de quoi tu parlais. Moi je ne partageais pas mes pâtés avec les gens. Ça, c'est une constitution que je ne veux pas violer. Atifa, à la fin, pour vous, l'amour, c'est quoi? Mais Abdelkader, pour moi, l'amour, c'est tout simplement ce sentiment réciproque, indescriptible, dépourvu de tout intérêt qu'on ressent pour une personne ou pour quelqu'un qu'on affectionne particulièrement. David Kofi Aza, est-ce que pour vous, l'amour est désintéressé? Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Ok. Non, voilà, l'amour est pour moi, il y a. Oui. Voilà, pour moi, si l'amour est désintéressé, c'est que c'est pas de l'amour. Merci beaucoup. Pour moi, c'est très biaisé. Hein. L'amour est intéressé. Ça reste votre avis. Oui, ça reste. Oui, non. Un amour désintéressé, c'est de la chimère, c'est de l'utopie. Oui, c'est de la pure démagogie, ça n'a rien de concret. C'est cru, aujourd'hui, on partage le même point. Oui, comment l'amour est intéressé? Il y a quelque chose à perdre de vue. En fait, l'amour en elle-même, c'est la recherche effrénée du bonheur de celui qu'on prétend aimer. Sans rien attendre en retour. Parce que si vous attendez quelque chose en retour, vous serez déçu. Donc, quand vous prétendez aimer quelqu'un, vous recherchez uniquement son bonheur. Ça, c'est l'action que vous allez poser pour lui montrer que vous l'aimez. Maintenant, c'est à la personne de poser des actions réciproques. Mais si vous passez tout le temps à rechercher le bonheur de la personne et qu'en retour, la personne cherche tout le temps à vous posséder ou à vous pourrir la vie, ce n'est pas de l'amour. Et là, vous sortez de là. Parce que il y a quelque chose à perdre de vue. L'amour n'a rien à voir avec la jalousie. Quand quelqu'un dit qu'on est jaloux ou bien on est jaloux parce qu'on aime, on n'est pas jaloux parce qu'on aime. On est jaloux parce qu'on est possessif. Tout à fait. Parce qu'on a la peur de perdre. Le contrôle. Le contrôle, c'est cette peur de perdre là qui donne de la jalousie. La manifestation de cette jalousie. De la jalousie. Donc la jalousie n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est un sentiment clair, honnête, pur et sans retenue. Mais et qui veut toujours le meilleur. On peut aimer quelqu'un et accepter qu'il se marie avec une autre personne. Il faut toujours que l'amour soit basé sur un centre d'intérêt. Si l'amour n'est pas basé autour d'un centre d'intérêt, ça ne pourra pas aller loin. Parce que si vous vous mettez avec quelqu'un, il y a quelque chose que la personne possède. Que vous voulez. Il doit avoir de la complémentarité. Il doit avoir de la complémentarité. C'est-à-dire que je suis défaillant. Dans tel aspect de la vie, je suis défaillant. Peut-être que je ne suis pas rigoureux. Je ne suis pas économe. Et je vois en cette femme-là une femme rigoureuse, une femme battante, une femme économe. Je dis, ok, tiens, je prends ça pour combler mes lacunes. Donc, je sais qu'elle, là, en l'apprenant, c'est pour combler mes lacunes à tel ou à tel ou à tel niveau. Ou bien peut-être que je suis un mauvais gestionnaire de patrimoine, par exemple. Mais il faut que je trouve une femme qui soit capable de veiller sur mon patrimoine et qui soit capable d'assurer la pérennité de ce patrimoine-là et qui soit capable de retourner ce patrimoine-là à mes enfants demain. Mais quand vous allez confier ce patrimoine-là à une femme qui est matérialiste, et dépensière, elle va foutre votre patrimoine en l'air. Que dites-vous de ceux qui pensent que l'amour, c'est la grande amitié plus le sexe? Non, écoute, l'amour n'a rien à voir avec le sexe. Le sexe, c'est juste une consécration. Une consécration de l'amour. L'amour véritable n'a rien à voir avec le sexe. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de couples ont cette difficulté-là. Ça ne manque nulle part. Tout le monde a cette difficulté parce que vous pouvez avoir toute la nomenclature qu'il faut pour développer un amour sincère et réel. Mais quand vous n'avez pas le répondant vis-à-vis de vous, on se décourage, on est obligé de laisser tomber et de continuer son chemin. Parce qu'aujourd'hui, pour la jeunesse, l'amour se résume à deux choses. Le sexe et l'argent. Donc pour eux, l'amour, c'est le sexe et l'argent. Donc s'ils même doivent me faire des cadeaux. Et on mesure l'amour de celui qu'on a devant soi par rapport au nombre de cadeaux qu'on lui fait. Alors que si par exemple vous prenez une fille qui ne fait aucune activité, la première des choses, c'est de vouloir faire de cette femme-là une femme autonome financièrement et une femme véritablement de société. Mais quand vous allez commencer ça, elle ne regarde pas cet aspect de construire sa vie autour d'une activité, autour des finances, autour de la société. Elle ne voit pas ça. Elle voit combien de iPhone vous l'avez acheté, combien de fleurs vous lui avez donné, combien de chocolat vous lui avez offert. Donc,
pour la fille là, ou la jeunesse d'aujourd'hui, l'amour se mesure par rapport au iPhone, au chocolat, ou aux robes, ou aux chaussures, ou au sac. Vous aussi offrez des chocolats, non, ça ne veut absolument rien dire. Si, je vais profiter pour dire quelque chose à la jeunesse aujourd'hui. Oui. Si vous trouvez un copain. Apparemment, vous le regardez. Si vous trouvez un copain. Oui. Et que, avec qui vous mangez du pain? Avec qui vous mangez du pain, donc vous mangez du pain ensemble. Et que lui, tout ce qu'il sait faire pour vous, c'est de vous acheter des pains, de vous acheter des bijoux, de vous acheter des fleurs, des chocolats ou iPhone. Celui-là n'est pas là pour vous aimer, n'est pas là pour vous épouser. Parce que le premier aspect de quelqu'un qui veut vous épouser, c'est de voir réellement dans quelle mesure il construit ma vie avec moi. Parce qu'il ne va pas vous acheter le iPhone tout le temps. Il ne va pas vous acheter du chocolat tout le temps. Et si vous n'êtes pas financièrement autonome et que vous devez l'attendre pour manger, quand vous faites déjeuner, il faut qu'il fasse un transfert Momo. Le dîner, il faut qu'il fasse transfert Momo. Et sans qu'il ne fasse pas ça, vous ne pouvez pas manger. C'est compliqué. Il faut savoir que celui-là n'est pas prêt à vous épouser demain. N'est pas prêt à vous épouser demain. N'est pas prêt à vous épouser demain. Donc, il faut éviter, il faut surveiller le comportement de l'homme. Cet homme-là, il faudrait qu'il démontre, qu'il soit capable. Regardez les pieds de Daredi. Il faudrait que l'homme démontre. On dirait qu'il est en train de vous applaudir. Qu'il soit capable de vous applaudir avec les pieds. Donc, il faudrait que la fille d'aujourd'hui sorte de sa tête que aimer, pour prouver qu'on l'aime, il faut lui acheter des iPhones, il faut lui acheter des chocolats. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Oui, mais on va dire les femmes qui ne sont pas d'accord. Non, je ne dis pas que je suis entièrement. Je ne suis pas tout à fait. Je suis d'accord avec la méthode, mais je ne suis pas d'accord avec le. Parce qu'on sait que les hommes, parfois, à un moment donné, on veut avoir une petite femme. On veut prouver, les hommes aujourd'hui essaient de prouver, de faire des démonstrations. David Kofi Aza, c'est vrai. Mais il y a des cas spécifiques. Vous voyez, aujourd'hui, la jeunesse, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Vous êtes témoin de ce qui se passe. Tu sais, nous sommes au centre de gravité du monde parce qu'on reçoit tout. Tous les problèmes viennent vers nous. Les histoires viennent en quantité. Vous comprenez ce qui se passe. La femme qui se voit belle et est dans un rang social où elle est avec des hommes d'affaires ou bien des hommes politiques ou bien des hommes bon, et il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de clients qui courent vers la seule femme. Beaucoup de clients. C'est de la clientèle. La clientèle, c'est pas des partenaires. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Elle se dit parce qu'elle métamorphose son corps en entreprise. C'est ça. Donc, elle doit être belle, elle doit être tout le temps belle. C'est ça. Oui. Tu m'as payé quel genre d'iPhone? iPhone là. Le dernier cri là, c'est ça, elle cherche. Toi, tu as payé un iPhone, l'autre vient avec un autre iPhone plus grand que ça. Elle va chercher encore d'autres personnes qui vont payer encore plus grand. Donc, quand nos petites filles rencontrent ces gens de femmes, moi j'ai vu, une fille est venue vers moi et dit, moi, mais tu m'as vu, je suis belle, non? Je dis oui. Mais pourquoi moi je ne conduis pas voiture? Donc, en fait, la beauté rime avec pour elle, elle doit trouver un homme bien qui va la rendre... il verse l'argent sur elle. Et elle aura tout ce qu'elle veut. Au nom de quoi? Alors, à cause de sa beauté, elle doit trouver sa beauté ou son sexe? Non, sa beauté. La beauté rejoint le sexe, non? La beauté rejoint le sexe. Donc, quand elle voit des gens dans des voitures de 40 millions, 50 millions, et c'est des femmes, elle fait quoi? C'est ce que la jeunesse... Ces femmes-là sont belles qu'elles sont dans ces voitures. C'est ce qu'il faut leur faire comprendre. Mais il faut aussi relativiser la définition de la beauté. La jeunesse d'aujourd'hui pense à ça. iPhone, chocolat. Je dois être belle, c'est la première des choses. Donc, elle doit tout faire pour être claire, belle et tout. Merci. Il faut relativiser la définition de la beauté. C'est très important. Et après ça, c'est d'aimer tout le monde à la fois. L'amour pour eux, c'est quoi? C'est de rencontrer. C'est une rallonge. Oui, c'est une multiprise. Le wifi, et quand tu lui dis que c'est pas ça,
soit tu n'es pas un bon dard parce que tu ne veux pas l'aider à avoir aussi de grosses voitures. Vous voyez Dard doit faire quoi dans ce cas d'espèce pour qu'elle puisse avoir une grande voiture? Ah, ça c'est... Je sais pas. Non, moi, je voudrais intervenir parce que... Oui, Dard, vous voulez finir? Donc, ce qui se passe dans le monde de l'amour aujourd'hui, c'est très complexe et très compliqué. Mais il y a des gens aussi qui ne sont pas d'accord aussi avec vous, les preuves de foi qui peut-être parfois forcer l'amour avec, on voit ça sur les réseaux sociaux, hein, oui, Anana, avec des statuettes, voilà. Et pour dire, celui qui n'aimait pas avant, ça, c'est l'amour? Il devient tout de suite fou amoureux. Oui, et c'est ce qu'on dit ça, c'est pas l'amour ça. Et c'est quoi? Non, c'est l'attachement. Et puis l'attachement, et après ça s'use. Ça s'explose. L'attachement, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est forcer la personne à faire ce qu'il ne veut pas faire. Et après, il regrette, il se retourne et la femme continue. Tu sais, la femme qui aime ça, à la fin, devient une sorcière. Ah oui, la femme qui aime attacher les hommes là, à la fin, elle devient une sorcière parce que pour elle, l'homme ne doit jamais se réveiller. L'homme ne doit jamais reconnaître qu'il n'est pas dans son plat. Et elle force jusqu'à elle devient autre chose. Elle force jusqu'à devenir autre chose. Ah oui. Est-ce qu'on a beaucoup ri tout à l'heure? Vous avez voulu réagir que lorsque David Kofi Aza disait que les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est le dernier iPhone, la plaquette de chocolat, la voiture qu'il faut offrir. Et moi, j'ajouterais peut-être le standing qu'il faut revoir. Peut-être. On se mesure à ça. Voilà, on est dans un studio, c'est vrai, on ne voit pas tout ici parce que Russo Deji a peut-être cadré autrement. Mais il faut qu'il y ait des spots lumineux. Voilà, il faut que l'environnement soit plus agréable, comme on le dit. Alors, Abdelkader, merci beaucoup et je remercie tous ceux qui nous suivent actuellement parce que c'est important d'en parler. Et oui, l'amour aujourd'hui est devenu commercial. Je suis d'accord avec cela, certes, mais il faut relativiser certaines choses. Je disais tantôt que l'amour, ce sont également des actions concrètes. Et l'amour d'hier... Des actions concrètes. Des actions concrètes. Et je vais expliquer, je vais m'exprimer clairement. L'amour d'hier qui offrait du pâté de 50 francs à la récréation peut être... Ça, c'est l'amour de la jeunesse. Non, oui, non, mais attendez, j'en viens. Parce que moi, à la récréation, j'avais des gens qui m'offraient comment dirais-je, qui m'offraient leur petit déjeuner, on partageait. Et c'est pas parce que forcément, je n'avais pas les moyens de le faire. C'est par amour, c'était spontané. Et donc, on partageait un petit trop avec un petit eba de 50 francs, trop de 500 francs. Tu sens que c'est son petit déjeuner de la semaine, quoi. Mais il est content de partager ça avec toi. Il y a beaucoup d'engouement autour. Et vous n'étiez pas méchante en le son petit déjeuner? Moi, j'ai économisé votre argent de la poche. Je veux dire que c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence émotionnelle. De la ruse. De la ruse. Enfin, bref, ce que je voudrais dire, en réalité, c'est que l'amour d'hier qui faisait ça, peut-être celui d'aujourd'hui qui offre du chocolat, peut être celui d'aujourd'hui qui offre du toffee, peut être celui d'aujourd'hui qui fait de petits présents. C'est pas exclu d'offrir des présents quand on aime. Mais pour moi, c'est proscrit, en fait, de vouloir prouver incessamment quand on aime quelqu'un, en lui offrant plein de cadeaux, en lui offrant des choses pour lesquelles la personne n'est pas prédisposée. Je donne un exemple tout simple. Une jeune fille, une jeune femme que tu rencontres, tu lui demandes quels sont ses projets, quelles sont ses perspectives. Tu l'aimes bien, tu aimes son physique, tu sais à quoi tu sais que bon, physiquement, elle répond à certaines choses que tu veux. Tu l'abordes, tu te dis, psychologiquement, elle pourrait, mais il faut que je vois vraiment quelle est sa vision de la vie. Donc, il y a des conversations que les hommes également, ou nos jeunes frères n'ont pas avec nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un vice, un cercle vicieux en réalité. Et je pense que tout part des bases de l'éducation et de nos hommes et de nos filles. J'en reviens toujours à ça. Parce que quand tu sais que cette femme-là a des projets de vie et que tu essaies de lui mettre dans la tête que c'est important d'avoir des projets de vie. Moi, je n'aurai pas l'argent que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurai pas tout le temps. Il est important que tu te construises aussi. À un moment donné, il faut discuter de sujets concrets. Combien d'enfants tu veux? Moi, je veux tel nombre d'enfants. Est-ce que tu serais prête à porter mes enfants sans faire de chichi? Il y a des couples qui se retrouvent ensemble aujourd'hui et se rendent compte que la femme a pris des pilules tout le temps et qu'elle ne veut pas avoir d'enfants de lui. Et il y a plein de situations comme ça parce qu'on n'a pas abordé certains sujets à la source. Et c'est important d'avoir certaines conversations. Il ne suffit pas que d'offrir des iPhones, d'offrir des voitures. De l'amour avant. Et je dirais que oui, l'amour a toujours existé. Et c'est un sentiment très naturel. C'est un sentiment, je dirais, qui partage. L'amour partage tout. L'amour excuse. L'amour... partage pas les enfants avec. Non, c'est quand l'amour n'est pas réciproque. Voilà. Quand c'est réciproque, il partage, il pardonne, l'autre partage ses iPhones avec vous, son chocolat avec vous. Non, ce que je veux dire... Et vous gardez ses enfants. Il y a une information importante que je voudrais partager, en fait. Et je disais que je n'étais pas d'accord parce qu'il faut offrir des chocolats. C'est pas mauvais. Il faut offrir ce que vous
pouvez. Si c'est du toffee, offrez. Mais il faut tester aussi. Il faut tester. Est-ce dites-moi la vérité, vous êtes sûr que... là, moi, on m'a fait les toffees qu'on attache un. Non, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. On parle des jeunes aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui. La jeune d'aujourd'hui, que quelqu'un se présente devant vous, Espoir Bogouré, vous me plaisez vraiment, mais vraiment, j'ai un toffee à vous offrir. Vous savez, non, mais ça c'est leur réaction, c'est humain. Leur réaction est humaine. L'amour, c'est offrir ce qu'on a. Vous savez, oui, l'amour, c'est offrir ce qu'on a. Et même si la personne a plus que du toffee, elle m'offre ce toffee-là. Vous êtes conscient? Non, attendez, j'ai pas répondu à votre première question. Prenez votre mal en patience. Ok, d'accord, there's no problem. Let's go. Est-ce que vous accepterez ce toffee? Mais je vais accepter. J'ai dit, mais vous m'avez pas laissé parler. J'ai dit oui, mais je vais accepter ce toffee-là parce qu'en réalité, la plus belle femme du monde ou l'homme le plus bon de toutes ces qualités ne peut offrir que ce qu'il a. Et tout est dans la méthode. Moi, je dis que Tijoro, tout est dans la manière dont la personne vient vers vous. Tout est dans la manière dont Si c'est pas du foutage de gueule, je prendrai ce toffee à cœur joyeux, je lui dirai mais merci. Et je lui demanderai qu'est-ce que tu as vu de bon en moi. Assieds-toi, on en parle. Ce que disait David tout à l'heure pour enchérir, c'est peut-être une autre description de ce morceau de ces célèbres artistes Espoir de la Côte d'Ivoire qui dit elle gère les intérêts avant de prendre des actions. C'est-à-dire qu'on regarde un peu quels sont les enjeux qui concourent. Les jeunes filles aujourd'hui, lorsqu'on les regarde, on dit est-ce qu'il est bon? Je vous explique un truc très important. Dans le fait de donner une iPhone à une jeune fille, en réalité, sans savoir quelles sont ses perspectives de vie, sans encourager un peu et lui dire, tiens 100 000, tiens 50 000, tiens 10 000, attendez, tiens 10 000, quel est le commerce que tu veux faire? Essaie de le fructifier, on se revoit dans tel nombre de temps, je vois ce que ça donne. Même si elles ne savent pas faire business plan, nos mamans ne sont pas allées à l'école, elles ne savent pas faire business plan, mais ce sont des business women. Vous voyez, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut encourager, tout est dans la volonté, tout est dans le savoir-faire et le savoir-être. Et moi, je dirais une chose, n'offrez pas une iPhone à une jeune fille que vous voyez dans Badero, ça va rien lui faire, ça va pas arranger sa vie. Offrez-lui un petit téléphone, demandez-lui de gérer, d'épargner. Si elle a maintenant quelque chose, oui, moi je dirais que il faut penser à plus tard. Non, mais si elle ne prend pas ça, c'est que c'est pas votre femme. C'est pas votre femme. C'est pas votre femme. Regardez Atifa, regardez. Non, Atifa est là devant vous. Non, mais on doit apprendre à s'aimer. Vous savez, on doit apprendre à se dire la vérité à nous-mêmes et à s'aimer. C'est parce que la jeunesse aujourd'hui comprend que les filles aiment ça. Donc on leur donne ça pour les avoir. Et une fille à qui on donne ça, d'abord, écoutez, une fille, oui, certaines filles, certainement. Une fille qui vit encore avec ses parents, qui n'a pas de revenus, même pas 1000 francs par mois de revenus, à qui on offre iPhone de 500 000, de 700 000, c'est l'homme-là qui t'offre cet iPhone, il faut le gifler. Ben oui. Si tu es conscient de ta vie, non, écoutez, je répète, toi, jeune fille, tu n'as pas d'activité. Tu n'as pas de revenus mensuels. Tu vis encore avec les parents. Et qu'un garçon t'apporte iPhone de 500 000, de 800 000, gifle-le. Non, David Kofi, je te dis, gifle-le parce que celui-là... Elle le fera jamais. Justement parce qu'elle le fera jamais, parce qu'elle va faire du mimétisme avec... Elle le fera jamais. Elle va montrer à ses amis qu'elle aussi, elle a iPhone, alors qu'elle joue avec son avenir. Ce serait mieux si ce garçon me remettait l'argent d'iPhone pour dire, prends cet argent, je t'observe pendant 6 mois. Ce que cet argent va devenir, je vais voir. Mais là, je ne suis pas d'accord. Ne le gifle pas. Prends l'iPhone si tu es une jeune fille intelligente. Vends-le, merci. Tu le vends. Et toi, tu sais ce que tu veux faire dans ta vie. Tu vends l'iPhone. Et tu fais ton commerce où tu investis dans ce dans quoi tu veux investir. Et tu fructifies. Vous savez, tu ne peux pas gifler. Oui, Atifa. Pas comme ça. Vous voyez, c'est ça que je dis. Et c'est pour ça que notre émission est intéressante parce que nous sensibilisons. Ce que nous disons rentre un peu dans la maturité. On ne parle pas des enfants de 16, 18 ans. Hein. Ce que tu développes aujourd'hui, c'est des jeunes filles de 25 ans, 30 ans qui sont déjà conscientes. Qui ont été déjà blessées un peu. Blessées et ils savent déjà de quoi la vie. Les jeunes filles de 16, 18 ans, 20 ans, là, elles ne comprennent pas ce que nous disons. Hein. Elles sont dans un autre monde. Oui. Belle robe. Et pour elles, c'est réussi. Et c'est là où j'interpelle nos parents. Hein, parce que moi, vous savez, avant, quand tu devais sortir, papa devait connaître le nom de famille de celui qui est venu te chercher. Quand tu rentres même avec le reste de pizza, là, on te demande qui t'a acheté ça. Pourquoi il a acheté? Il a trouvé l'argent où? Parce que tu reviens, tu es une jeune fille, tu reviens avec une iPhone à la maison que tes parents ne t'ont pas acheté. Les parents doivent te demander systématiquement. Ça vient d'où? Mais s'il fait moment... Bon, je vais la laisser répondre. Vous savez, si on assiste à ce genre de choses, c'est à cause de la faute des hommes aussi.
Vous allez m'excuser parce que... Ils sont là pour répondre. Non, elle a raison, je suis d'accord. Avant que je la soutienne, s'il vous plaît. Je sais pas si Non, c'est parce qu'ils ont des manques de confiance en eux, qui passent leur temps à offrir des cadeaux aux femmes pour les atteindre, c'est tout. Qui ont peu d'estime De soi, qui oui. n'ont pas confiance en eux. Oui. Et donc pour eux, pour pouvoir courtiser une femme, pour pouvoir avoir une femme, il faut forcément passer par des petites attentions, des cadeaux. Ce qui n'est pas faux. La femme, c'est l'entretien. Oui. La femme, ça se chérit, ça s'entretient, Exactement. ça se bonifie. Mais lorsque tu viens vers une femme... Et l'homme, lui, c'est quoi? Mais ça s'entretient aussi, c'est partagé. Il faut équilibrer. Mais vous savez, lorsque Jalousie. vous êtes homme, et Non, que c'est pas jalousie, vous je me pose la voulez question. draguer une femme ou vous voulez Faire des avances ou cotiser une femme. Regardez d'abord vous-même. Ni non, mi tombe, ouais, mi non, Voilà, quoi. regardez d'abord vous-même. Ah bon? On dit, Ouais, tu ne peux pas chausser du 40 et aller au marché acheter une chaussure qui du 36 ou du 43. Ou du 36. Je suis désolée. Quand vous approchez une femme, regardez d'abord vous-même. Est-ce que vous êtes déjà prêt? Vous avez la carrure qu'il faut, l'énergie qu'il faut pour pouvoir accepter, pour pouvoir gérer cette femme-là. Il y a beaucoup d'hommes qui approchent des femmes. Vous voyez peut-être un homme socialement bien, financièrement bien, mais qui traîne peut-être avec des petites filles, des filles, je ne sais pas pour stigmatiser, hein, mais lorsque tu sais ce que tu vaux, il faut savoir ce que tu dois attirer. Mais c'est ce que Yati me crée des problèmes. Et tu me donnes des cadeaux, ça veut dire qu'intérieurement, tu as un nid de problème. Moi, je vais profiter. C'est tout. Maintenant, c'est on là attire la ce qu'on maturité est. de la jeune fille doit primer, parce que la jeune fille qui peut-être trouve un homme qui lui donne de l'argent, qui donne toujours tout et tout, dans ta tête, il faut réfléchir que la personne ne sera pas toujours là tout le temps. Donc, c'est à toi de fructifier cela, de faire en sorte que cela puisse te profiter après. Parce que l'homme, il aura beau te donner tout, il aura beau être là tous les jours. Le jour, il a envie de partir, il trouvera une meilleure que toi. Il partira, il te laissera. Ça, c'est clair. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas voler, tu vas quémander, tu deviens quoi du coup? Voilà. Et si tu n'as jamais investi. Une jeune fille qui n'est pas peut-être encore habituée à un standing, à un niveau de vie donné, ne la précipite pas dedans. Parce que tu vas apprendre à cette jeune fille à voler. Et c'est là que vous voyez des jeunes filles aujourd'hui qui, dès qu'elles trouvent un homme, tout de suite, je veux changer mon téléphone, je veux de l'argent par mois. Et c'est vraiment dommage parce que là, je veux parler, mais il faut dire que quand même, vous savez, là, c'est lié aux parents, est-ce que c'est lié aux hommes ou c'est lié à la génération? Non, c'est d'abord lié à l'éducation. À la responsabilité des parents. Ensuite, c'est générationnel. Vous savez... Est-ce que cette génération veut se faire attendez. Lorsque tu es une jeune fille, tu viens d'une famille noble, bien éduquée, avec des valeurs et des principes. Il y a des choses que toi-même, en tant que femme, tu ne peux pas te permettre, tu ne peux pas t'autoriser. Il y a que celles qui sont... Je vais vous faire une petite confidence. Tu dois te faire respecter. Je vais faire une petite confidence. Je suis toujours jeune, j'étais un peu plus jeune que maintenant. Et on m'a invitée à un déjeuner. Puis on m'a offert à manger un premier déjeuner, je suis allée. Un deuxième rencard, et puis on me dit, qu'est-ce qu'on fait après? Je dis, comment ça, qu'est-ce qu'on fait après? Je rentre chez moi, tu rentres chez moi, tu es toi, tu me déposes. Ah, non, mais ça fait quand même 2 fois que je t'invite et tout. Mais c'est l'expression, j'ai jamais compris ce truc. Il faut qu'on aille se reposer. Je dis, mais justement, je vais me reposer. Et puis, vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait, la première fois c'était un déjeuner, la deuxième fois c'était un dîner, mais moi je rentre souvent tôt parce qu'on a des heures et je suis éduquée comme ça. Parce qu'à 1h de je dois être dans mon lit, je dois faire ma lecture, me doucher. En fait, j'ai une auto-éducation, une autodiscipline. Donc, je dois être rentrée. Le dîner, oui. Franchement, nous toutes, quoi. À 1h donnée, on est toutes à la maison. Et c'est systématique. On est réglés comme des horloges. Donc, je dis, mais Papa a bien réglé. Il a bien réglé, maman aussi. Je dis, mais tu me déposes et puis tu rentres chez toi. Il dit, mais non, comment moi j'ai mangé? Il a parlé. Il a fait son spectacle, tout le monde nous a regardé et tout. Et il y a des gens qui m'ont reconnu parce que je commençais quand même un peu à être connue dans le domaine et tout. J'ai dit, excuse-moi beaucoup, je suis désolée. La première addition, c'était combien? Celle-là, c'est combien? J'ai déposé l'argent. J'ai appelé un taxi et puis je suis rentrée chez moi. J'ai appelé un taxi moto, quelqu'un non. Et puis je suis rentrée chez moi calmement. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit à mon père, voilà. J'ai envoyé un message. J'ai dit, excuse-moi, ne compose plus jamais mon numéro. Ne viens plus jamais chez moi. J'ai dit à mes parents ce qui s'est passé et je ne veux plus te voir. Merci beaucoup. C'est gentil, désolé. J'ai déposé l'argent calmement et je suis partie. C'est pour ça que c'est important de savoir ce que vous valez. C'est important de savoir qui sont les personnes que vous fréquentez. Parce que parfois, certaines personnes sont, comme elle dit, d'un bon rang social, d'un bon si, mais ils sont vulgaires. Ils ne sont pas matures, ils sont très vulgaires. Ils se disent ils vous chosifient directement. Quel que soit ce que vous incarnez ou ce que vous représentez. Je vois une personne âgée commencer même par
discuter avec une fille dans le kaki, dans sa tenue kaki là. Moi, j'arrête ma voiture, je gonde la personne et je chasse la fille de rentrer à la maison. Vous rendez service à une famille. Ah oui, à une famille. On me regarde que ce diable-là, il vient tout. Vous êtes la brigade anti-sugar daddy. Parce que je dis, vous êtes la brigade anti-sugar la daddy. fille est inconsciente. C'est ça. Elle ne sait pas ce que Inconsciente, tu veux insouciante. faire. Vous êtes Toi, super tu es- inconsciente. Oui, Il y a elle est des filles inconsciente. inconscientes. Une elles fille de connaissent pas. 16 ans ne Elle, peut qu'est-ce pas qu'elle se sait? dire qu'elle est amoureuse. Le mot amour, là, une fille de 16 ans ne peut pas employer parce qu'elle ne connaît même pas l'amour. Qu'elles l'amour. font aussi de leur kaki, de leur tenue aussi à 16 ans. C'est la puberté. Ah Elle bon. se Et quand découvre. toi-même tu as passé par là, Hmm. quand l'homme ou bien la femme commence par grandir, il se dit je suis déjà grand, je suis majeur, on commence par changer les démarches. On commence par parler en tant que grand alors qu'on ne connaît rien. Mhm. C'est comme ça. La fille qui voit que ses seins ont commencé par sortir, les fesses ont commencé par rebondir, elle commence par changer ses démarches parce qu'elle se voit belle, elle se dit je suis déjà... C'est de l'amour. Alors qu'elle ne connaît rien de tout ça, c'est seulement des images. Et c'est là où les parents doivent intervenir. la L'homme famille. conscient, un homme conscient, 35 ans, 40 ans, qu'est-ce que tu vas chercher à voir avec une fille de 16 16 ans ans, en kaki. 17 ans, si toi-même tu réfléchis? Ou Ah bien bon. si tu as une Ça fille peut à être la ta maison. fille. Voilà, ça À la peut être maison. ta fille peut subir le Oui, même sort. compare la fille là avec Carrément. ce que tu as à la maison pour te dire je ne peux pas détruire l'avenir de cet enfant. Il y en a Moi, qui ne je réfléchissent compte- pas comme ça. Et quand, même dans mon quartier, quand les jeunes filles me voient venir, ils disent ah papa, elle est où les gars? Oui, mais- Vous voyez que ces jeunes filles sont inconscientes aussi parce que Ah oui, elles sont vous leur gâtez. Non. Vous leur gâtez Je- leur séance de Ils sont- pizza. ils Moi, sont j'ai sensibilisent. payé- moi, j'ai payé pour des jeunes filles dans mon quartier. J'ai payé l'apprentissage pour des jeunes filles déscolarisées dans mon quartier. Que je ne connais de nulle Ni part. d'avant, ni de- Parce que je la vois. Elle se balade. Non, même oui, se cacher à côté des clôtures. Se balade Dopa, dans dopa, la rue, quoi. dopa. Pour les Et je dis, rendez-vous. ouah, bon, tu cherches quoi? T'es pas encadré. Non, mais Tu es lézard ou bien tu es mille pattes. Je tenais à dire quand même quelque chose. Hein. Il faut surtout que nos parents prennent encore plus leurs responsabilités parce que éduquer vos enfants à ne pas avoir... Est-ce que les enfants sont prêts à les laisser prendre la main? Permettez-moi de terminer. Oui, justement. Il faut que les parents éduquent les enfants à ne pas avoir les yeux plus gros que leur ventre. Vous savez, il y a des filles qui ne sont ni impressionnées par l'argent, ni impressionnées par le matériel. Il y a des filles, même quand les gars les abordent, les hommes les abordent, ils regardent l'homme, ils se disent j'ai pas faim en fait. Ah oui. Ou tu Qu'est-ce dis qui me je manque? t'invite à manger, j'ai pas faim. Non. Tu veux, en fait, Qu'est-ce que il y a tu quoi veux? que tu m'offres et que je peux pas encore m'offrir. C'est pas le fait d'être de regarder de la personne de haut ou de se dire que qu'est-ce qu'un homme peut m'apporter. Mais déjà, si vous vous aimez vous-même, vous savez ce que vous valez, il y a des choses qui ne peuvent pas vous arriver. Donc, il faut que déjà les parents prennent leurs responsabilités, que les enfants aussi acceptent d'écouter les parents et savoir que c'est pour leur bonheur et pour leur bien-être Et qu'on le fait. Et la conversation, je dirais, doit commencer à l'âge beaucoup plus de l'adolescence. Parce que quand on est enfant, il faut écouter les parents. Les parents éduquent, ce sont les parents qui C'est ça, j'ai décident. dit. Mais quand on est adolescent, quand la transition entre l'âge de l'adolescence et l'âge adulte commence à venir, il faut commencer à devenir légèrement flexible. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante. Et mieux, il y a des oncles, en fait, qui abusent parfois des jeunes filles et des tantes qui abusent des jeunes garçons. Donc, oui, exactement. Les cas sociaux que nous avons. Oui, c'est vrai, dans certains cas. Mais c'est pour ça que les bases d'une éducation doivent être vraiment ancrées dans les valeurs, dans la tradition. Et surtout, l'enfant doit se rappeler que son parent, son géniteur, en réalité, est à la base celui qui doit lui donner ce qui est bon pour lui. Et à la base, oui, bon, c'est ça. En fait, donc, il faut... Ah oui, Non, il faut pouvoir reconnaître cela parce que c'est la matérialisation divine, en réalité, de ta venue, de ta conception. Donc, que tu le veuilles ou pas, c'est un fait. Non, c'est pas une affaire de raison. Ça n'a rien à voir avec la raison. Ça a à voir avec... Non, ça a à voir avec... L'enfant qui raisonne se dit que ce que papa dit, il parle de l'ancien temps. Est-ce qu'ils disent aujourd'hui la plupart? Il faut reconnaître papa, il parle de l'ancien temps. Oui, c'est vrai que c'est ce qui se dit. C'est parce que le parent n'a pas vite commencé à éduquer l'enfant. Parce que l'éducation, quand il y a la base, l'éducation, c'est maintenant tu ne peux plus rattraper. C'est pour ça qu'il faut ancrer les fondamentaux. Il faut qu'il y ait des bases. Aujourd'hui, nous voyons des filles qui ont leur première règle à partir de 10 ans. 9 ans même. 9 ans, 10 ans, 11 ans. C'est vrai ce que je te dis. Hein. Et j'ai trouvé même des cas que j'ai appelés des gynécologues pour dire qu'est-ce qui ne va pas.
est-ce qu'une fille peut régler à 9 ans? On m'a dit que c'est ce qui se passe actuellement. Et que c'est les vraies règles. Que de ne pas sous-estimer. Ça veut dire quoi? La fille de 9 ans qui commence pas à régler, elle va finir où? 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Ouais, le nombre de temps qu'elle a réglé. Et elles ont aussi des ménopauses précoces. Hein, elle se dit majeure. Et elle commence pas à avoir les poils de cesse à partir de 10 ans. La fille de 10 ans qui a déjà des poils de cesse se dit qu'elle est majeure, non? Qu'est-ce que tu as de plus qu'elle? Elle rentre dans la douche avec sa maman, elle voit tout ce que sa maman a sur elle-même, donc elle est déjà grande. Mais Daradi, lorsqu'on laisse même, on en a affaire. Non, on va y revenir peut-être la prochaine fois. C'est ça qui pousse les petites filles à se dire qu'elle va aimer. Parce qu'elle se voit, elle a déjà tout ce que sa maman a sur elle, elle se dit qu'elle est majeure, non? Elle va faire tout ce que maman va faire. Donc c'est à toi, la maman, de dire les poils que tu as là, ce n'est pas des vrais poils. Ce que tu as là et tu vois que tu es grande, ça ne sert à rien. Et tu commences pas à éduquer cette fille à partir de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Quand tu vas lui dire ce que tu fais là à 18 ans, là, elle ne pourra jamais te dire c'est les trucs anciens. David Kofi Aza, on parle d'éducation des enfants, c'est très complexe. On s'interroge plusieurs fois sur la délicatesse de cette entreprise-là qui parfois peut faire vaciller toutes les œuvres de temps de vie, des souffrances et des peines de temps de vie. Mais il y a une interrogation qui subsiste dans les esprits des parents éclairés et soucieux. C'est comment éduquer son enfant aujourd'hui avec la télévision, avec Internet, les réseaux sociaux, où les enfants, parfois, comme je disais tout à l'heure avec Espoir Bougouri, font preuve de raison, ce qui n'était pas le cas autrefois, comme l'a décrit tout à l'heure avec votre papa. Ah non, le châtiment corporel. D'accord, des bois. Il y a le d'accord des bois. Il faut frapper un peu aussi. Sans la chicotte, l'enfant n'a peur de rien. Oui, l'enfant n'a peur de rien. Sans la chicotte, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qu'on ne tape pas? C'est-à-dire, il y a des enfants, moi, Barry, c'est quand ils... Excusez-moi, je commence à... Il y a des enfants, c'est quand ils voient le fouet, même la chicotte, même là, qu'ils deviennent rebelles et récalcitrants. Parce qu'il a été matérialisé comme ça. Avec le bâton. Ça dépend de comment... Parce que peut-être il a été frappé aussi. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis, on peut éduquer sans taper. Il faut éduquer. Et avoir un résultat. Il faut menacer. Et dans de raca, mettre sa menace en exécution en frappant une fois, quoi. Ça peut être 10 menaces et la chicotte vient une fois. Là, il va... 10 menaces, 5 chicottes. Là, on va se dire, il doit faire un bloc de quoi. Donc, tu ne sais pas. Donc, aujourd'hui, il faut trouver de quoi faire peur à nos enfants. Sinon, aujourd'hui, nos enfants n'ont peur de rien. Et même pas des parents. C'est ça qui fait rater l'éducation. On va y revenir et je pense que samedi prochain. Oh là là, c'est déjà fini. Non, ça ne doit pas finir. Je pense que... Je pense que c'est là où... Merci beaucoup. Je pense que c'est là où nous, en fait, ce que nous faisons ici est très important. Et au-delà du fait que les parents nous suivent, il faudrait aussi permettre aux adolescents de suivre ce genre d'émission. Parce que notre rôle aussi, c'est d'éduquer. Nous avons également ce rôle-là. En tant que personnes qui sont dans l'enfance, dans l'éducation, en tant que personne ressource et en tant que chaîne de télévision, de web TV, c'est important. Donc, même dans nos films, nous devons commencer à éduquer sur nos réalités. Je vois une petite anecdote. Il y a une jeune fille qui a été éduquée en Europe avec ses parents. Elle a raconté ça elle-même, elle a fait le témoignage sur les réseaux sociaux et elle dit qu'elle est rentrée en Afrique. On l'a tapée, comme vous disiez, on l'a tapée. Elle a fait des travaux domestiques, ce qu'elle n'a jamais fait toute sa vie. En Europe, là-bas, elle fuguait. Elle fuguait tout le temps. Elle était tout le temps en train de fuguer. À un moment, oui, mais là-bas, en fait, on le dit déjà dès le bas âge. Il faut appeler tel numéro si tu sens que tu es maltraité ou quoi que ce soit. Donc, on te reprend et puis on déduit du compte des parents, on te prend en charge et tout et on menace tes parents. Donc, elle a fait ça une fois. Les parents se sont inquiétés, l'ont changé 2 fois, 3 fois. À un moment donné, les parents se sont assis, ils ont fait le plein. Parce qu'ils étaient 6. Ils ont dit, mais on va pas se casser la tête pour éduquer 6 enfants en Europe. On veut leur bien, on les fait partir et ils vont nous casser la tête après. Et elle, en fait, elle était l'aînée, c'était une fille. Elle passait son temps à faire ça. À un moment, les parents ne l'ont plus écoutée. Elle a fugué premier jour, elle a fait 24 heures, elle n'est pas venue. Ils ne l'ont pas cherché, ils n'ont rien dit. Elle est rentrée. Deuxième jour, elle a fait 3. Deuxième fois, elle a fait 3 jours. Troisième fois, elle a fait 1 semaine. Et après, les parents l'ont appelée, lui ont dit, tu as une tante au pays, là-bas, en Afrique, qui veut faire son mariage et tout. Elle a choisi les tenues, tu vas être demoiselle d'honneur et tout. On va t'emmener, la vie en Afrique, c'est beau, c'est si. Ouais, blé, quoi. Elle est partie avec sa maman, son papa dit qu'il a beaucoup de boulot, qu'il ne peut pas aller au mariage. Ils sont arrivés.
Quand ils sont arrivés là-bas, et tiens, ils ont pris le passeport, ils ont tout pris. Tout. Il n'y a pas de téléphone dans la maison. Et on lui a dit, bon, voilà ta tante. La fille dit, je suis bien arrivée, papa, tout va bien. Le papa dit, tu es bien arrivé, tu fais bien, parce que là, c'est là que tu vas rester. Ça va être désormais ton chez toi. Tant que tu ne vas pas être bien éduqué, tu ne reviendras pas au pays. Et vous savez que là-bas, en fait, elle a eu de très bonnes bases. Elle a fait 7 ans là-bas. C'était au Niger, dans la chaleur et tout. Elle s'est rendue compte de ce que les parents se sont sacrifiés pour elle, pour qu'elle aille en Europe. Elle s'est rendue compte de tous les sacrifices de l'éducation. Elle a servi d'exemple pour ses 5 autres frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est une jeune dame aguerrie. Elle sait gérer. Elle a transmis ça à ses frères et sœurs. Et elle dit, vous ne savez pas la chance que vous avez quand vos parents vous envoient à l'extérieur. Parce que moi, j'ai fait ce stage-là. Et ma famille en a bénéficié. Mais je dis que elle a fait ce témoignage. Et j'étais contente parce que je pense qu'aujourd'hui, il est important que les jeunes filles, les jeunes hommes, les jeunes garçons sachent que les parents se sacrifient pour nous. Et il faut le leur reconnaître. Il ne faut pas leur donner le revers de la médaille. Voilà. Merci à vous, Espoir Bogouri. Je rappelle que vous êtes réalisatrice de formation, coach en parentalité positive. Vous avez en face de vous Atifa Olava, journaliste à Usaï TV. J'ai à ma gauche immédiate David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de la fraternité authentique universelle, ordre de la Reine-Mère. Et à ma droite, j'ai Daredji Ronongan Kindougbé, qui est haut dignitaire du culte Tronc-Pétro de Kalafia. Il est également prêtre de FA. Merci pour les échanges. Merci également pour ce sacrifice que vous effectuez chaque samedi pour venir quand même apporter un peu des informations utiles à la jeune génération, également aux parents qui ont soif d'informations pour pouvoir mieux conduire leurs enfants vers des lendemains meilleurs, glorieux et surtout élogieux. À présent, on passe au zapping de la semaine, une coproduction de Komlo Kanté Amoussou, Constantine Arwandino et Francis Ola Fahami. Quel est le nom du maire de la ville de Cotonou? Le maire de Cotonou s'appelle M. Lika Tropo. L'actuel président de la République, de la 5e République togolaise, comment il s'appelle? Foy Assingwe. Monsieur Foy Assingwe. Non, ça c'est une mauvaise réponse. Alors, il reste 2 autres questions. Le président de la République ivoirienne, quel est son nom? Le président de la Côte d'Ivoire s'appelle Monsieur... Monsieur, allez-y. Je ne m'en souviens pas trop. Ne maîtrisez pas. Alors, une toute dernière question pour finir. Le Bénin compte combien de départements? 12 départements. Combien de communes? 77 communes. Le président de la République togolaise, le président du Togo, l'actuel président, comment il s'appelle? Non, je ne sais pas. Réfléchissez un peu. Non, ça ne vient pas. Alors, ça ne vient pas. Une autre question. Le Bénin compte combien de départements? 12 départements. Combien de communes? 117. Vous allez essayer de nous... vous allez fredonner l'hymne national. En français? En français, bien sûr. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore se rechante premier feu de l'aurore. Et enfants du Bénin debout, et enfants du Bénin debout. Enfants du Bénin debout, jadis à son appel, nous sa faiblesse. Enfants du Bénin debout, jadis à son appel, nous sans faiblesse. On sera avec courage de présallégresse, présallégresse, présallégresse. Comment tu t'appelles? Tu vas à quelle classe? CM1. D'accord. En parlant du bruit du chien, quand il fait ho-ho, on dit qu'il aboie. Que fait le chat? Miaou. Il fait miaou. Comment on dit ça en français? Parce que quand le chien fait ho-ho, on dit qu'il aboie.
Alors le chat fait quoi? Tu viens de dire miaou. Il dit quoi comme ça? Il pleut. Il pleut. Il pleut. C'est ça le cri. Bonjour champion. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Camilo. Tu fais quelle classe? CM2. D'accord, et dis-moi, quel est le plus long fleuve du Bénin? C'est le fleuve Ouémé. D'accord, tu connais le roi Béhanzin? Oui. Il est mort où et en quelle année? Il est mort à Ouida en 1906. En parlant du bruit du chien, quand le chien fait ro-ro, on dit qu'il aboie. Et le chat fait quoi? Miaou. Comment on appelle ça? Quand j'avais miaou, quand tu viens de le dire, comment on peut appeler ça? Pionner. Une minute est égale à combien de secondes? Une minute est égale à 50 secondes. 59, 60 secondes. Quand le chien fait ro-ro, on dit qu'il aboie. Alors que fait le chat? Le chat, il fait miaou. Le chat fait miaou. Comment on peut appeler ça en français? Le chat cru. En parlant du bruit du chien, quand le chien fait ro-ro, ça veut dire quoi? Comment on appelle ce bruit-là? Quand le chien fait ro-ro. Il boit. C'était à l'instant, chers amis internautes, le zapping de la semaine. Je vous invite à présent à suivre la rubrique à l'écoute de la diaspora. Ce sont des Béninois de la diaspora qui opinent sur un sujet d'actualité que je vous invite à découvrir juste après ceci. Aujourd'hui, le gouvernement béninois a mis en place un certain nombre de réformes qui ont ainsi impacté la diaspora. Et de ces réformes, il y a ce qu'on appelle les réformes structurelles, les réformes administratives et les réformes de l'implication de chaque citoyen dans l'élan et la conduite du développement du pays. Est-ce que vous voyez? Et donc, je voudrais, en ma qualité de béninois de la diaspora, en tant que citoyen épris de paix et de justice, conscient de l'avenir et le développement de son pays, dire que les réformes ont parfaitement impacté nous, les béninois de la diaspora, en ce sens que les connexions qui existent aujourd'hui, qui nous permettent de changer nos différents types de documents, comme le passeport, la carte consulaire, les documents administratifs au niveau des consulats et des ambassades, ont été facilités par la mise en ligne de tous ces données. Aujourd'hui, un béninois de la diaspora peut aller véritablement en ligne, en Internet, et remplir les fiches et prendre ses rendez-vous et se rendre facilement dans les consulats pour pouvoir faire ses démarches administratives. Ça, c'est un impact très, très important pour nous. Parce qu'avant, comme vous le savez, il fallait faire des kilomètres. Celui qui habite en Allemagne, il faut qu'il se rende à Berlin. S'il est à Hambourg, juste à Berlin. S'il est peut-être à Nantes, il faudrait qu'il descende jusqu'à Paris. S'il est à Madrid, il faut qu'il descende jusqu'à Barcelone. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous avons le service à proximité et ça, c'est une réforme qui a beaucoup contribué au développement de notre chaîne de gestion administrative des Béninois de la diaspora. Et loin de là, au niveau de la culture, au niveau de la culture, nous avons et toute cette présentation du Bénin aujourd'hui à travers le monde qui donne le ton d'un pays prospère. Est-ce que vous voyez? Et le gouvernement s'est impliqué davantage au niveau du ministère de la Culture et des Arts qui aujourd'hui nous donne quand même le bon sens d'un pays qui veut rayonner. Dans le football, nous voyons ça aussi, nos équipes qui aujourd'hui sont un peu considérées dans tous les pays où ils passent pour jouer. Dès qu'on dit que le Bénin joue, voilà, il y a un engouement à cela. C'est très important pour nous. Et aujourd'hui, quand nous-mêmes, en tant que Béninois de l'extérieur, nous regardons à l'intérieur du pays, il y a quand même un certain nombre de réformes administratives à l'intérieur du pays qui donnent un vrai ton. Les institutions de la République fonctionnent convenablement. Chaque institution joue son rôle pleinement. Je voudrais saluer Conrad Badjidi, président du Conseil économique et social, qui, depuis qu'il a pris le poste, est au four et au moulin et qui court dans tous les sens pour que cette institution rayonne véritablement, pour être quand même un bon juge de la société entre le gouvernement et la population. Et c'est très bien ce qu'il fait le monsieur, et je le salue
parfaitement. Je profite pour saluer aussi le gouvernement pour la mise en place des ministres conseillers qui, eux, jouent quand même aussi un rôle très important. Et je vois sur le terrain le ministre conseiller Rachid Badamasi qui dans tous les combats pour défendre la dynamique en cours à travers les projets et les contextes dans lesquels les projets sont en train de faire. Je voulais saluer le jeune ministre conseiller Jacques Ayadji, lui aussi, comme on le voit au Fouet Moulin, qui défend convenablement et les acquis des infrastructures de ce gouvernement, parce que vous voyez, il y a trop de tapage autour de comment les réformes ont été faites, comment les choses ont été gérées. Mais ce jeune a pu quand même donner quand même un vrai conseil aux jeunes, aux populations, de comprendre raisonnement avec un chiffre à l'appui, comment les choses sont en train d'être faites dans le pays. Et nous saluons de passage aussi tous les ministres qui, chacun dans leur rôle, jouent convenablement leur rôle pour apporter la lumière sur comment la gestion du pays est en train d'être faite. On ne saurait parler de ces réformes, leur implication sur comment les maires, chaque maire est prêt à travailler en collaboration avec son administration à la base pour que le rayonnement de chaque commune puisse être fait. Et donc, c'est très louable. Nous saluons véritablement le leadership de notre président Patrice Talon, qui quand même a une vision. Il a la foi, il a la spontanéité, il y a la perception des choses, et il y a la dynamique et l'esprit de leader pour conduire un groupe. Et parce que vous voyez, c'est les mêmes personnes qui ont travaillé dans les années antérieures avec les autres présidents, qui travaillent toujours, c'est toujours les mêmes Béninois. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Donc on salue cette dynamique du président Talon, et on continue de dire que la dynamique doit continuer. La dynamique doit continuer en ce sens qu'en 2026, nous devons tout faire pour choisir celui qui incarne plus Patrice Talon, celui qui incarne plus Patrice Talon, parce que Patrice Talon nous a donné la lumière, il nous a montré le chemin. Maintenant, il faut quelqu'un plus encore engouement que lui pour conduire cette dynamique, pour aller plus loin. Et c'est pour ça que nous saluons la réforme du système partisan aujourd'hui, qui quand même nous a éloignés de ces avares de la politique de l'ancien temps et qui nous donne l'orientation aujourd'hui vers une politique vraiment responsable en face des enjeux que nous avons. Je salue Madame Imeda Bada, qui aussi à l'international fait son Zobin qui est devenu un festival international aujourd'hui que nous préparons bientôt en juillet, cet événement à Parakou. Je salue tous les collaborateurs à lui et je remercie le peuple béninois d'être présent à l'international Zobin à Parakou pour rendre encore plus rayonnant notre identité culturelle et culturelle. Nous ne pouvons qu'être ravis, puisque en moins de 10 ans, le chef de l'État, à travers sa gouvernance, nous a permis aujourd'hui de pouvoir nous rapprocher de manière efficiente et efficace du Bénin. Aujourd'hui, quels que soient nos lieux de résidence, nous n'avons plus de difficultés à faire nos démarches administratives, notamment sur le plan qui nous pèse beaucoup, parce que quand on parle de l'état civil, sans l'état civil, nous n'avons pas accès à nos titres de séjour, à toutes nos formalités, que ce soit en tant qu'étudiant, que ce soit en tant que père ou mère de famille. Et aujourd'hui, tout cela est résolu. C'est vrai, certains me diront que pour le passeport, il reste encore des petits couacs. Pour le RAVIP également. Mais je pense que nous devons voir plus l'effort qui se fait aujourd'hui. Parce que avant, nous n'avons pas ces possibilités. Aujourd'hui, nous avons le registre des Béninois de l'extérieur qui permettra plus tard d'avoir une bonne cartographie pour savoir dans tel pays exactement ce que nous avons comme Béninois et surtout leurs compétences. Ce qui nous aidera à faire des retours ou des appels de compétences ciblés. Je pense que le président Patrice Talon a avancé parce que aujourd'hui, nous, filles et fils du Bénin, nous avons constaté que
on nous prend plus en compte à l'intérieur. Et vous allez voir également au niveau des institutions, au niveau des structures étatiques, nous avons plusieurs compétences de la diaspora qui sont en œuvre pour le développement du Bénin, pour la révélation du Bénin. Et nous ne pouvons qu'en être fiers. Et ça augure d'un meilleur futur. Ça augure de ce que nous ne serons plus étrangers chez nous, quel que soit nos lieux de résidence, quelle que soit la durée de nos résidences hors du Bénin, que nous sommes également pris en compte. Regardez, pour parler d'impact, les logements sociaux et économiques, c'est avec plaisir que j'ai constaté que la diaspora est prise en compte dans un tel projet qui nous permettra de pouvoir également avoir des pieds à terre au Bénin. On sait tous ce que ça vaut, un logement. Pour nous, Béninois de l'extérieur, quand nous rentrons, nous avons envie de mettre la clé dans la porte et d'ouvrir. Donc, moi, je pense en termes d'impact que la gouvernance du président Patrice Talon a mis des fondations et a élevé déjà le bâtiment, on peut dire, à un premier niveau. Il reste à faire, c'est sûr, mais cela ne saurait être fait sans nous. Il faudrait que nous, de la diaspora, nous puissions déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, aller s'enregistrer. C'est gratuit sur le site du service public. Vous recherchez registre des Béninois de l'extérieur. Vous allez remplir. Vous aurez un numéro. Ce numéro unique pourra nous servir bien plus tard. Ça pourra nous servir pour beaucoup de choses, parce que même aujourd'hui, si vous êtes Béninois de l'extérieur, vous voulez faire vos demandes de carte consulaire ou de passeport ou autres services consulaires dont vous avez droit étant à l'étranger, eh bien, vous aurez besoin de ce numéro qui nous garantira plus tard, c'est comme le numéro d'identifiant personnel qui nous permettra d'être présents malgré la distance au Bénin, au cœur du Bénin, j'ai envie de dire. Donc moi, je profite de cette occasion pour dire un grand merci au chef de l'État, un grand merci pour tout ce qu'il fait pour nous, parce que ce sujet, notamment pour ce qui concerne l'état civil, me touche moi personnellement, et ça fait partie des premières choses que moi j'ai eu à demander, et de voir que ça a été fait. Les grandes réformes entreprises par le président Patrice Talon sont à saluer, hein. Et surtout dans le domaine de la digitalisation, nous avons plusieurs réformes qui ont impacté la diaspora. Et nous allons commencer par l'obtention de l'acte de naissance sans se déplacer. Donc l'avènement de l'ANIP a favorisé cela. Et vous pouvez avoir votre acte de naissance sécurisé. Vous pouvez aussi établir votre CIP ou le passeport et en demandant rendez-vous en ligne. Donc l'administration intelligente, ça a été une très bonne chose. Vous pouvez avoir votre casier judiciaire même étant à la diaspora ici et sans difficulté. Plusieurs autres réformes sont à saluer. Et en temps, il est mis en place un fichier dédié à la diaspora et pour s'enregistrer et pour avoir un fichier de la diaspora, c'est salutaire. Vous savez, en matière de formalisation des entreprises, c'est à saluer. Plusieurs de nos amis, de nos compatriotes ont formalisé leurs entreprises sans se déplacer. Et donc, la pièce a été d'une grande utilité, surtout la possibilité de créer son entreprise en un temps record, étant même à la diaspora. Et d'autres réformes dans ce sens, c'est la digitalisation de l'entreprise, du fiscal. Vous pouvez payer vos impôts en étant même, vous êtes entrepreneur et vous êtes de la diaspora. Vous pouvez payer vos impôts via l'Internet. C'est à saluer. Vous pouvez faire alors vos bilans et déclarer votre résultat, même étant de la diaspora, dans vos entreprises au Bénin. C'est à saluer. Vous voyez? Et il y a plusieurs autres réformes qui ont impacté la diaspora, hein, et ne serait-ce que pour l'établissement de plusieurs actes, actes de mariage, demande de pièces, de parcelles via la NDF, et j'en passe. Et donc, le gouvernement Talon a beaucoup fait en un temps record pour la diaspora.
pour nous faciliter la vie comme nous l'avons ailleurs. Et donc, vraiment, c'est à l'actif du gouvernement et nous tenons à le remercier vivement. Et voilà, chers amis internautes, c'était des Béninois de la diaspora. Vous avez Imelda Bada, vous avez Geoffroy Aliha, Jules Parfait Adoubet. Ils ont eu à opiner sur impact et répercussions des réformes du président Patrice Talon sur les Béninois de l'extérieur.